Bonsoir, merci à vous d'être venu pour cette petite veillée patrimoine. Donc l'idée là ce soir c'est d'évoquer les souvenirs, les témoignages que certains d'entre vous peuvent avoir autour de ce passé minier sur les communes de Puy-Saint-Pierre et Puy-Saint-André, mais plus largement aussi au niveau du Briançonnais. Évidemment, Aymeric Laine est à nos côtés pour nous accompagner toujours dans ce travail. Et avant peut-être d'ouvrir la partie consacrée à proprement dit à la veillée, peut-être revenir justement sur le projet Bouc des Mines qui a démarré l'année dernière. On a été assez heureux de voir l'engouement de la population des deux communes pour le projet, puisque pas mal d'habitants ont participé aux visites et réunions organisées. Et l'idée, justement, c'est de continuer à impliquer un maximum la population, de s'associer à ce travail, et d'où l'idée de cette veillée, et essayer de pouvoir continuer à partager ces éléments avec les populations. Donc voilà, peut-être faire un petit point d'étape où on en est sur le calendrier, qu'est-ce qui a été fait l'année dernière et tout ce qui reste à faire cette année, qui va être une année charnière, Aymeric, pour l'avancement du projet. Oui, donc on a fait, pour rappel assez succinct, donc il y a 2-3 ans, on a fait une étude historique sur la commune de Puy-Saint-Pierre. On a vu toutes les richesses patrimoniales que pouvait contenir la commune, et en particulier ses mines, son histoire minière, industrielle et paysanne. On insiste là-dessus, et à Puy-Saint-André aussi, il y avait un petit peu le même processus qui se mettait en place. Donc, sur propositions diverses et variées, on a pu se réunir pour faire ça, et de créer un chemin qui va regrouper les 5 sites miniers majeurs qu'on peut avoir, et qui donne un point de vue sur l'histoire minière briançonnaise. Donc on peut aller dans un souterrain, ce qui est rarissime en fait, en contexte charbon en France. On peut aller dans un souterrain qui est du début du XXe siècle. On peut aller dans une mine industrielle, la mine industrielle de Commarine, qui est la mine la plus importante, celle qui a le plus produit, celle, voilà, dans l'imaginaire local, c'est la plus importante. On va aller sur un four à chaud, il y en a une centaine qui ont été connus, répertoriés dans le Briançonnais, et on en a un qui est juste au-dessus. Et après, on va aller du côté de Puy-Saint-André pour voir les mines paysannes, qui existent aussi en secteur Puy-Saint-Pierre, mais qui sont avec la mine paysanne communale du Fossat, qui est une particularité de Puy-Saint-Pierre. Et la mine du 20e, où il y avait un dernier mineur vivant qui a pu témoigner et nous expliquer comment ça fonctionne. Donc on a ces 5 sites, et ces 5 sites, en 2 heures si on marche bien, un peu plus, on peut voir tout le panel de l'histoire briançonnaise qui a commencé au XVIIIe siècle. Et l'idée qu'on a, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, ça a disparu sous l'action de l'État en 2003-2005, ça a tout été entièrement détruit, à part les galeries qui ont pu être sauvées, et l'ouverture des galeries qui sont un peu secrètes. Et en fait, il faut, je pense, maintenant, une nouvelle génération arrive, essayer de conserver cette mémoire-là, parce que la forêt prend, la dégradation, l'érosion, le temps passe, et ces vestiges tendent à disparaître. Et cette mémoire aussi tend à disparaître, puisque les derniers mineurs, c'est les années 60, Combarine c'est 62-63, dans la vallée de la Guisane c'est jusqu'aux années 70, il y a des mineurs paysans qui ont fonctionné jusqu'aux années 88-89, mais ça tend à disparaître, les mineurs meurent les uns après les autres. Donc il faut essayer de témoigner de cet héritage-là, je pense, en particulier vers les jeunes générations. C'est pour ça que nous, on a fait le choix avec les deux communes d'avoir une restauration qui soit faite et des travaux qui soient faits par les jeunes, en fait, par le maximum de jeunes. Donc chaque site qu'on a dit, là, les 5, grosso modo, sont pris en charge par des chantiers bénévoles jeunes, le centre social, le club du Vieux Manoir, les éclaireurs, pour que cette transmission puisse se passer avec la jeunesse et l'école. On est dans l'école locale, on va essayer de faire des choses avec la classe qui est ici. Et donc voilà, de transmettre tout ça aux plus jeunes avec ce sentier-là. Et sur ce sentier-là, au lieu de mettre simplement et s'arrêter à des panneaux classiques, confort, on va essayer de mettre en place des choses, des modules, des choses qui sont un peu plus tactiles et un petit peu plus sympas, un petit peu plus modernes. Et sur ces choses-là, on va profiter du numérique. Et on n'a qu'une envie, c'est de profiter des témoignages que vous pourrez donner aujourd'hui ou à d'autres occasions, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu venir. Et donc de profiter de ce moment-là, de cette captation vidéo et audio, pour les mettre sur des QR codes, si vous autorisez ça, pour que quand les gens se baladent, puissent lire, admirer, voir, mais aussi écouter des témoignages de gens qui ont vu ces choses-là.
Si ça a commencé avec Vauban au début du XVIIIe siècle, cela bien sûr, il n'y a pas la mémoire orale, mais la mémoire orale est très très importante parce qu'elle est souvent source d'oubli. On a envie d'oublier des choses, on a envie de dire des choses, de ne pas oublier certaines autres choses. Et la réalité historique est parfois un petit peu différente avec ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment cette mémoire, elle rencontre cette histoire. Et donc ça sera l'occasion avec les témoignages que vous pourrez nous donner, qui peuvent parfois paraître complètement anecdotiques en fait. J'ai beaucoup interrogé des mineurs à Villars-Saint-Pancras. Pour eux, ça n'avait aucune valeur ce qu'ils racontaient en fait. C'était vraiment presque, je venais les embêter, ça n'avait pas de valeur. Et en fait, on se rend compte de la valeur de ces témoignages-là, de leur force, parce que l'exploitation minière briançonnaise est tout à fait atypique en France et en Europe. Donc en fait, ils n'avaient pas conscience de ça parce qu'ils vivaient qu'ici, ils n'ont pas compris qu'ailleurs ça se passait complètement différemment. Pour eux, c'était une forme de normalité et que donc les témoignages, ils sont vraiment très forts à conserver. Donc ça a été fait dans les années 80, 90 et on aimerait continuer à les faire parce que voilà, les derniers mineurs, ils ont 90 ans passés et que ça va être terminé. Mais ce qui est super intéressant, c'est aussi comment eux l'ont transmis aux gens en fait, à leurs enfants, à leurs voisins, comment on les a vus et comment ça reste dans le paysage. C'est pour ça que même quelqu'un qui a 20, 30, 40 ans, il a vu des choses qui ont disparu. Avant la Drire, il y avait énormément de choses dans la vallée de la Guisane qui ont été complètement saccagées par l'État. Saccagées par l'État, je répète, volontairement en fait. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de même avoir des témoignages de gens qui n'ont aucun rapport avec ça, mais qui ont vu des petites choses, des petits détails qui peuvent faire la richesse de ce monde-là et de cette histoire-là. Bonsoir. Parce qu'en fait, on s'aperçoit d'une chose aussi, c'est que dans sa grande intelligence, l'État a détruit ces vestiges-là, mais en a détruit aussi la mémoire que sont les archives. C'est-à-dire que les archives aussi ont disparu. Donc on peut retomber sur des choses très très intéressantes, mais de gens qui ont déjà traduit ça. Donc en fait, les archives ont disparu ? Oui, pas toutes, mais en grande partie. Ouais. Volontairement, hein, des choses qui sont volontaires. Moi j'ai photocopié beaucoup de choses. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Mais je suis inquiet, ça a disparu. Voilà, ça a été dispatché à droite à gauche de manière plus ou moins volontaire pour éviter que des gens mettent le nez dedans, pour éviter que les gens aillent sous terre, parce que ça fait peur en fait. Ce qui est logique, hein, mais à l'Argentière, ça s'est passé complètement différemment, donc aussi il faut avoir conscience que ce qu'on fait en termes de patrimonialisation, c'est quand même une volonté politique qui fait que dans un endroit ça se passe, et ça se passe très bien, et que dans d'autres endroits ça se passe moins bien. Donc ça on pourrait revenir là-dessus, mais c'est pas forcément le but. Et c'est pour ça aussi qu'on veut avoir des témoignages, des archives que vous auriez conservées, des photos. Les photos, c'est royal, hein. Il y en a, je pense, une centaine dans le Briançonnais sur la mine, ce qui est rien du tout. Enfin, d'époque, on va dire en tout cas. Il y a des objets voilà, qu'on peut amener, qu'on peut retrouver assez facilement ou assez difficilement. Il suffit d'avoir aussi l'œil pour se dire que ça a été utilisé par des mineurs ou pas d'ailleurs. Et donc c'est ça un peu l'idée de ce soir, c'est de partager, peu importe qui on est et d'où l'on vient, d'avoir une capacité à témoigner. C'est pas donné à tout le monde, hein. Il y en a qui parlent plus que d'autres et qui disent 3 fois rien, et il y en a qui disent très très peu de choses, et en fait c'est majeur comme témoignage. Donc voilà, on voulait vous remercier d'être venu là, et voilà, tout simplement, sur l'idée du jour. Pour recontextualiser quand même, rapidement, historiquement, on est donc sur XVIIIe siècle, Vauban arrive, il voit la dégradation des forêts. C'est une des raisons pour lesquelles il amène cette nouvelle technologie, qui est le charbon en fait, qui était déjà... on ne sait pas comment c'était connu, mais en tout cas c'est connu. Et donc il y a énormément de fours à chaud autour des forts Vauban. Fort des Têtes, il y a 8 fours à chaud autour. Donc en fait, ils vont utiliser le charbon de terre pour faire de la chaux. Et cette technologie-là, quand les forts disparaissent, il n'y a plus d'utilisation du charbon en fait. Les gens n'en ont pas l'usage en fait, n'en ont pas l'utilité. Donc la technologie ne prend pas. Et c'est juste au moment de la Révolution, voire un peu après, justement, c'est toujours l'armée qui modifie beaucoup de choses en Briançonnais, qui arrive ici, qui a besoin de se chauffer. Donc il va développer tout ça, et qui amène cette nouvelle technologie que certains vont prendre, vont accaparer, surtout des gens qui sont liés à la forge, au travail des métaux, en particulier à Villars. Et donc là, il va y avoir 2 grosses phases au 19e de mise en concession du territoire. C'est-à-dire qu'on va avoir des zones bien définies, qui sont définies par rapport à l'idée qu'on se fait de la commune dans laquelle on est. Les concessions sont des concessions de sections de villages. Les Guibert, Tonlor, Mine, puis Richard, la Sienne, etc. Ça marche un petit peu comme ça. Et donc au 19e, il y a 2 phases qui sont forcément liées à l'idée qu'on se fait du travail. C'est dans un travail de pluriactivité. C'est-à-dire que parce qu'on manque de travail, parce qu'il y a trop de personnes en Briançonnais qu'il faut leur donner une occupation hivernale. Donc ce charbon, c'est un charbon avant tout qui a une valeur sociale en fait.
Ce n'est pas un charbon économique, il n'a aucune valeur, c'est un anthracite de très très mauvaise qualité qui est là. Et cette mauvaise qualité va être le déterminisme qui fait que ce charbon va rester purement local, à part dans des moments de guerre, en particulier quand on en a besoin nationalement. Et donc voilà, c'est cette idée-là de ce charbon qui est un bien commun en fait, qui est perçu comme un bien commun jusqu'au tournant du XXe siècle, avant les expériences industrielles qu'on peut avoir. Donc à Puy-Saint-Pierre, ça va rester très 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 artisanal, comme à Puy-Saint-André pendant des années, parce qu'ils ont cette capacité à garder le pouvoir sur leur territoire. Et il y a parfois des moments, des bourgeois en particulier de Ardouin, qui avait l'usine de la Chappe, qui a réussi à accaparer Combarine à un moment donné, qui a réussi à accaparer la mine des Aiguilles, pour des choses qui sont beaucoup plus l'appât du gain, etc., pour une logique beaucoup plus industrielle, voire capitaliste. Et donc une fois que c'est lancé là-dedans, vous pouvez avoir des concessions qui sont très très riches et qui vont rester aux mains des paysans. À Villars-Saint-Pancras, c'est le cas. Et vous allez avoir des concessions qui sont avec un anthracite particulièrement pourri, de très très mauvaise qualité, on va dire plutôt, et qui vont être accaparées par les industriels qui vont se casser la gueule parce qu'il est de très mauvaise qualité. Et à Combarine, on rencontre un industriel qui arrive à exploiter tout ça. Et on a énormément d'archives sur ça, et donc on peut les retracer. On a une 50aine de plans, on sait exactement ce qui s'est passé, presque année après année. Et ça, c'est fabuleux. Donc on pourra faire un circuit qui retracera par tranche de 10 ans ce qui s'est passé dans cette mine, qui y travaillait, qu'est-ce qui s'est passé comme accident. Elle est très 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 bien documentée. Ça, c'est passionnant sur Combarine. Mais ce qui veut dire qu'à Puy-Saint-Pierre, il y a eu d'autres mines qui ont fonctionné de manière très très rudimentaire, voire sommaire, jusqu'aux années 40. On va fonctionner comme au néolithique. C'est-à-dire, on creuse un trou, il y a de l'eau, ça tombe dedans, on recreuse un trou l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? À Gadjor, quand vous montez au pont de l'Alpe, il y a ça. Ça fait comme si on avait bombardé, on croit que c'est des bombardements, c'est juste l'affleurement qui a été exploité comme ça. Et à Puy-Saint-Pierre, il y avait des rails en bois jusqu'aux années 40. Donc, vous voyez, Combarine, 100 mètres au-dessus, dans la concession de Praria, vous aviez une concession paysanne avec des gens qui fonctionnaient que l'hiver, qui allaient s'occuper de leurs bêtes après avoir exploité, qui exploitaient ça de manière très très artisanale et très archaïque, on va dire, enfin, archaïque au niveau technique. Donc voilà, j'ai fait un peu long en fait. Non. Donc l'idée, c'est que peu importe ce que vous avez à raconter, ça sera toujours forcément très intéressant parce que selon d'où on vient dans les vallées, c'est pas la même chose. On a pu circuler. Il y a des gens qui sont à la Combarine qui venaient de Fressinière en train. Enfin, on a ce témoignage-là qui est récent, qui vient d'arriver. On a découvert c'était connu, mais qu'il y avait par exemple un taux d'immigration à Combarine qui était très fort. Vous avez à Croizat, il y avait des Grecs. Je ne sais pas comment c'est possible. Par quel moyen, par quel réseau, c'est incroyable, des gens qui venaient là, les Tchèques, à un moment donné, il y avait des Tchèques, il y avait des Allemands, il y avait beaucoup de Tchèques, de Hongrois qui sont venus, qui sont repartis pour compenser la stépie. Il y a eu plein de choses qui sont beaucoup plus humaines. Dans les archives, notre grosse problématique, c'est ils ont pris un explosif, ils ont fait péter ça, ils ont fait 8 mètres ici, l'année d'après ils ont fait ça. Ce qui manque de chair, ce qui manque d'une forme d'humanité. Voilà, il y a l'accident qui arrive, là on a un rapport qui dit qu'il y avait telle personne. Ça manque d'humain. C'est pour ça aussi qu'on veut rencontrer des gens qui vont nous parler de ça en fait. Et que quand on a des témoignages, on a cette force-là qui arrive, se passer cette mémoire collective et familiale qui permet après de raconter des choses qui nous semblent intéressantes à partager. Voilà. J'ai une petite question. Parce que une mine, le sous-sol, il appartient à qui en fait quand on... Bon, ça c'est compliqué, c'est administratif. Ouais. Mais en fait, l'État vous concède le droit, concède à une entité, en général une personne, le droit d'exploiter la concession en fait, qui est délimitée par des points qu'on peut retrouver. Donc il y a un point qu'on peut retrouver là-haut, qui date de 1842, c'est exactement, il y a une lettre. Quand vous voyez des lettres sur des rochers, prenez en photo, prenez un point GPS, c'est rarissime, il y en a un qui est au-dessus de Purichard. On est tombé sur le D de Combarine, donc A, B, C, D, E, F, G, H, qui ferme la concession comme ça. Et en fait, l'État vous concède le droit d'exploiter le sous-sol. La concession après appartient en général, et ce qui s'est passé beaucoup au début dans les premières concessions, c'est que c'est le maire, en tant que représentant de la communauté, qui a pris ce pouvoir-là. Mais des fois, ça peut être un habitant ou un groupe d'habitants. Et après, ça va se transmettre par l'héritage briançonnais en fait. Ça se transmet comme ça. Et vous avez des genres de copropriété. Donc, au bout à Villars-Saint-Pancras, à un moment donné, dans les années 50, vous avez 12 000 parts sur la concession. Ah ouais. Donc, si vous voulez acheter un bout de la concession, vous achetez 120 parts.
Donc au début, les industriels, ils n'ont jamais compris ça. Ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait, parce que c'était un moyen d'empêcher l'intrusion de l'étranger. Ce qu'on appelle l'étranger, c'est l'extérieur en fait. Et donc ça a empêché ça. Et donc il y avait des compagnies industrielles qui achetaient 121e, 3600e. Et eux se disaient, mais c'est bon, on peut y aller, quoi. Ben non, il fallait demander l'avis aux autres, comme dans une réunion de copro. Et quand vous avez 120 parts sur 3000, la réunion de copro, en général, vous la perdez. Ce qui fait que la communauté avait conservé la valeur. Et donc il y a la mine de Saint-Jacques-Saint-Jean à Villars, n'a jamais pu être exploitée de manière industrielle, alors que c'était un anthracite de très très bonne qualité, parce que la communauté de Villars a-t-elle conservé cette idée-là? Je pense que oui. A une force qui est beaucoup plus politiquement, qui est beaucoup plus affirmée qu'ailleurs, et donc ils ont tout fait pour dégager tous les processus industriels. Donc la concession est comme ça, et elle se transmet de génération en génération aux descendants, et on peut la vendre à un copain, enfin voilà. Mais donc on peut être concessionnaire et exploitant, mais on peut être que concessionnaire et ne pas être exploitant, mais on peut être aussi exploitant sans être concessionnaire. Il faut s'arranger avec le concessionnaire. Voilà, selon des variétés multiples de juridiques, etc. Mais qui sont de la main à la main, et moi je n'ai pas retrouvé de contrat là-dessus, quoi. Donc ça, par exemple, il y a des archives de contrats qui sont passés entre un concessionnaire et un groupe d'exploitants, c'est rarissime. Il n'y a pas de salariat dans ces mines paysannes. C'est tous des gens qui sont des artisans, en fait. Il y a un gérant, par contre. Il y a un gérant qui est élu par les autres. Il y a des gérants, parce que ça, c'est la loi qui l'impose à partir des années 1880. Il y a un gérant qui représente les autres. Donc on les lie. Donc il reste élu un an, parce qu'il s'en va au bout d'un an, puisqu'il y a tellement de conflits à gérer qu'il en a marre. Donc tous les ans, c'est renouvelé, et le gérant sert strictement à rien, en fait. À part quelques exceptions où il a suffisamment de force pour être élu pendant quelques années, mais en général, il ne peut pas, quoi, parce que c'est un taux d'emmerde. Voilà. Il faut gérer les lampes. La lampe à feu nu est une lampe magnifique pour la luminosité intérieure, mais le grisou, la qualité de l'anthracite fait qu'il peut y avoir du grisou, donc Combarine il y en a, Villars il y en a. Si vous rentrez avec une lampe à feu nu, ça explose, quoi. Donc en fait, il devait gérer ça. C'est-à-dire, quand on est gérant, on doit gérer sa propre exploitation et aller voir si le voisin est en capacité de respecter ça. Impossible, quoi. Enfin voilà, vous imaginez même la société aujourd'hui d'aller voir mon voisin pour voir s'il a bien rangé sa voiture. C'est pas le rôle du vote. Et étrangement, Fraissinet était une des seules mines non grisouteuses. Ah ouais. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a eu quelques petits trucs, mais quasiment rien, quoi. Et c'était bien noté que c'est une mine non grisouteuse. Oui. Donc on pouvait l'utiliser joyeusement. Mais enfin, moi à l'époque où j'ai connu, ils utilisaient déjà les batteries. Ouais. Donc voilà, on peut. Donc nous, ce qu'on connaît en tant qu'historien, moi j'ai beaucoup étudié les mines et je continue à les étudier, je fais de l'archéologie minière, etc. Et la technique est très très connue. La technique minière, c'est facile, c'est basique, on la connaît. Mais l'humanité qui se dégage de ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure ils mangeaient, où ils mangeaient, comment ils vivaient, quelle solidarité ils avaient entre eux, on ignore beaucoup de choses de ça en fait. Enfin, c'est moins bien connu. Et donc on a besoin des sources humaines et orales pour découvrir ça, et cet aspect-là, qu'on aura du mal à retrouver en 2025, mais néanmoins, on peut trouver des bribes et reconstituer des morceaux de puzzle pour avoir des idées. Et en s'aidant de tout ce qui s'est passé dans la Briançonnais, de toutes les spécificités de chaque village, en fait, on s'aperçoit aussi de ça, qu'il y a une identité par village qui s'exprime aussi à travers la mine, qui peut être hyper intéressante à comprendre, en fait. Donc on ne sait pas vraiment le rapport qu'ils avaient avec cette activité-là, une activité nécessaire pour se chauffer, pour pallier au moment où ils avaient moins de travail, mais ils y allaient avec... Au 19e, on peut estimer qu'il y a 3 grandes raisons. Le Briançonnais est la zone des Alpes la plus peuplée d'Europe. C'est la plus peuplée, la plus densément peuplée. Donc il faut renverser l'idée que, c'est parce qu'ils étaient trop nombreux qu'ils étaient pauvres et qu'ils se barraient. C'est parce qu'ils se barraient qu'ils étaient suffisamment riches pour rester, en fait, qu'ils étaient en capacité de faire des enfants. Et donc en capacité d'être nombreux. Mais il fallait que ça fonctionne sur un mode de la pluriactivité. Et cette pluriactivité-là, elle a été permise par le chant, par exemple, même si ça reste très flou. Elle a été permise par les colporteurs, elle a été permise par les instituteurs, et elle a été particulièrement permise par le charbon, en fait. Le charbon a permis, d'après les chiffres qu'on estime, s'il n'y avait pas eu le charbon d'exploitation, l'émigration aurait été le double de ce qu'elle a été. Donc le double, c'est colossal, hein. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y avait 10% des gens qui partaient chaque année. Donc, les hommes, on compte les hommes, les femmes, les enfants, les vieux. Donc 10% de la population générale. S'il n'y avait pas eu l'exploitation minière, ça aurait été 20. Donc on est sur des chiffres. Voilà. Donc la première idée, c'est un complément de la pluriactivité et éviter l'émigration, qui a toujours été plus compliquée. La deuxième chose, c'est qu'on peut penser que les années 1840, toujours pareil, optimum démographique, c'est la période la plus froide dans le petit âge glaciaire qu'on a connu pendant 3 siècles. Donc là, on peut se dire, il fait froid. Enfin, c'est tout bête, hein. Donc on a besoin de se chauffer.
Et la troisième raison, j'ai oublié. Donc, ça me reviendra. Elle devait être moins importante. Elle devait être moins importante, évidemment. Donc voilà, on peut envisager ça comme perspective dans l'idée qu'il y avait cette exploitation-là, de rester au pays en fait et de travailler sur place. Ça a toujours été un travail hivernal, quasiment toujours. Chez les paysans, c'est marqué tout le temps. Voilà. À Combarine, il y a un taux d'absentéisme qui est entre 10 et 40% l'été. Parce qu'ils ont la chance, ils ont les champs. La mine ferme à certains moments l'été, quoi. On est dans une perspective industrielle, les mecs s'en vont. Ah ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on recourt aux Tchèques, aux Hongrois, aux Grecs, parce qu'en fait, ils doivent pallier ça, en fait. Voilà. C'est une perspective, c'est ça qui est assez incompréhensible pour des gens qui viennent de l'extérieur. C'est Tornator, par exemple, qui est un ethnologue qui a étudié ça dans les années 90, il ne comprend pas. Il dit, lui, sa question, c'est pourquoi ils ne sont pas devenus des ouvriers. Moi, je lui dis, on n'a rien à secouer qu'ils ne soient pas devenus des ouvriers. Ils étaient ce qu'ils étaient. Et ils ont continué à développer quelque chose avec l'idée qu'il y avait des choses industrielles, mais ils ont résisté à ça parce qu'ils n'en avaient pas besoin, quoi. Et donc, ils ont pu continuer aussi à avoir d'autres activités à côté. Ils étaient, dit un ingénieur, 60% moins productifs. Mais pas grave, vous avez un salaire. C'est toujours mieux d'aller au charbon que d'avoir rien du tout, quoi. C'était valorisant d'être mineur. Je ne sais pas, c'est une vaste question. Comment il le percevait. Ouais, On est obligé d'y aller parce que... C'est une nécessité. C'était un travail d'homme, Ouais. que c'était considéré comme quelque chose d'important. Mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'ici il n'y avait pas beaucoup de boulot, donc on ne se posait pas la question, surtout c'est qu'il y avait que ça à faire. Moi je vois, au sujet des migrations, il y a aussi des mineurs d'ici qui sont partis en Amérique pour essayer au moment de l'or. Mon arrière-grand-père, Silas Bordet, est parti. Il est revenu vite. Et plus pauvre qu'il n'était parti. Et en se disant, puisque nous savons travailler de l'exploitation minière ici, peut-être qu'aux États-Unis, on aura une chance. Alors il y a des tas d'anecdotes, ça je pourrais vous raconter, parce qu'il fallait parler soi-disant latin pour embarquer sur le bateau, et il ne parlait pas latin, donc il a parlé patois briançonnais. Ça a marché. Il fallait dire 3 mots en latin. Et c'est un truc qu'on se traduisait, mon grand-père m'a toujours dit ça. Il a dit banata, culana, c'est-à-dire la banate, c'est des choses qu'on met sur les mulets, enfin des trucs comme ça. Et de fil en aiguille, hop, on l'a laissé passer. Alors après, malheureusement, on n'a aucune trace de ce qui s'est passé là-bas, comment il est revenu et tout, mais bon, on nous a toujours raconté qu'il était parti en Californie pour essayer de tenter sa chance. Donc moi je vous propose... Vous disiez, il est 60% moins productif que quoi? Que qui? Que les Briançonnais, qui sont des gros feignants. Non, l'ingénieur il disait 60% moins productif que les mineurs du Nord. Les mineurs étrangers, italiens, piémontais. C'est pour ça qu'ils avaient besoin des étrangers en fait, parce qu'ils étaient absents. Ils venaient quand ils voulaient. Et quand ils étaient là, ils n'étaient pas forcément très techniquement armés. On le voit, ils allaient en Savoie chercher des Italiens pour le boisage. Les boiseurs à Combarine manquaient. Et donc, ils allaient les recruter ailleurs en fait. Jusqu'à la fin d'ailleurs, mine du Fraissinet, puisque moi j'ai connu la mine fonctionnant, la dernière mine industrielle, semi-industrielle, ça dépend de ce qu'on appelle par industrielle, il y avait un mineur du Villaret et un mineur marocain. Et tous les deux, ils s'entendaient très bien d'ailleurs. Donc la mine tournait avec 2 mineurs. Ça tournait vraiment petitement, mais en tout cas, on n'imagine pas que c'est 76 quand même la fermeture de la mine, donc c'est tard. Hein. Mais c'était une mine une vraie mine, quoi. Il y a 10 km de galerie à l'intérieur quand même. Oui, la superficie de Combarine, c'est la superficie de la vieille ville de Briançon. Oui, c'est énorme, on n'imagine pas. C'est un vrai gruyère, hein, mais c'est des galeries qui sont des fois 2-3 mètres. Les galeries paysannes, justement, le gérant était là aussi pour gérer, pour éviter que les galeries se rejoignent. Donc il y avait une limitation, c'était 10 mètres, je crois, j'ai peut-être dire une bêtise. Un vrai gruyère, il se tapait dedans, il y a eu des morts à cause de ça. Enfin, la mine à côté depuis Saint-André, bonjour, ils sont fermés, ils ont demandé l'avis de l'ingénieur, il leur a dit, ben voilà, toi tu descends, toi tu montes, on rebouche, puis voilà, à Villars, il y a eu beaucoup de problèmes comme ça. Hein, si le géomètre s'était trompé, ils sont sortis dans un ruisseau. Voilà, il y a plein de choses. Et là, la mine a été inondée parce qu'ils ne sont pas sortis où il fallait. Moi, je vous propose de faire un petit tour de table pour ceux qui ont juste envie d'écouter, ou ceux qui ont envie de participer, nous dire d'où ils viennent déjà, puis peut-être qu'on arrive à gérer un peu la parole. Et pourquoi vous êtes là, voilà. On peut faire ça, ça vous va? On fait un premier tour, voir un peu ce que vous avez à raconter. 3 fois rien, c'est très intéressant. Oui, je pense que j'ai retenu, c'est que voilà, ce qui peut vous sembler être des banalités. Oui, et puis vous allez peut-être avoir un savoir, vous n'avez pas conscience que la richesse de votre savoir. Des fois, on a l'impression de savoir plein de choses, en fait, c'est 3 fois rien, mais des fois, 2-3 petites choses, ça dit beaucoup, en fait. Il ne faut pas hésiter à dire quelque chose, quoi. Ça vous va?
C'est la première fois qu'on fait ça, donc on ne sait pas comment faire. Qui se lance? Qui a des choses? Il y a des dames, je fais des dames d'abord. Je fais tourner, moi, si vous voulez. J'allais dire un nom, prénom et dire moi j'ai plutôt envie de parler de ça, puis on fait le tour et après on commence par, je sais pas, je verrai en fonction de ce que vous avez à dire. Donc Cécile Rondeau, je suis élue à la commune de Puy-Saint-Pierre. Je suis dans la commune depuis une quinzaine d'années, donc pas originaire de la région. Donc c'est plutôt pour écouter, c'est une découverte, une curiosité en fait, ces mines dans la région. Moi je viens d'Alsace, donc moi j'ai plus entendu parler, voilà, la Lorraine, voilà, mais vraiment c'est plus une découverte et puis une curiosité. Bonjour, moi je m'appelle Valérie, donc je viens de Puy-Richard. On s'est installé il y a à peu près 2 ans. Plus, ouais, 2-3 ans. Moi je viens ici aussi par curiosité pour découvrir un peu cette région, parce que moi je viens de la région parisienne, donc voilà. Et puis je m'intéresse aux mines, effectivement, je trouve ça très intéressant au niveau culturel et patrimoine, parce que je pense qu'on l'oublie beaucoup en fait, que c'est vraiment un patrimoine de français, voilà, il faut que ça m'intéresse. Donc Michel, moi je viens de Puy-Richard aussi, depuis on a acheté il y a 4 ans, et donc ça passe vite. Je ne suis pas du tout mineur, par contre dans ma jeunesse j'ai connu très bien un mineur de fond, mais qui était de Valenciennes, et donc c'est complètement différent comme type d'exploitation. Et donc il m'a beaucoup parlé de la façon dont il travaillait, et c'est vrai que quand il retirait sa chemise, moi j'étais gamin, j'étais toujours impressionné par toutes les traces qu'il avait de tatouages, mais qui étaient liées au contact de la peau et du charbon, quoi. Et là-bas, il faisait travailler les enfants, c'était quelqu'un qui était né aux alentours de 1900, et c'était des conditions très très difficiles que vous n'avez pas eu ici, je crois qu'on en avait parlé quand on a fait la visite, quoi. Notamment, j'étais très intéressé par les mines paysannes, quoi, qui donnaient un complément de travail l'hiver. Puis on a visité aussi la mine de Argentifort, que tout le monde va connaître. C'est vrai qu'on trouve que la valorisation est très intéressante, et c'est vrai que c'est dommage. Bon, c'est pas dommage parce que maintenant ça va être fait, mais la première année, quand on est descendu dans le petit chemin là, qui va à l'ancien village, là. La Sagnette, voilà. On voyait ces installations, mais bon, c'est dommage, on ne sait pas trop. On voyait le plan là-haut, mais c'est vrai que c'est pas trop parlant. Avec les explications que tu donnes quand on fait la visite, c'est très intéressant. Et puis je rejoins Aymeric sur le fait que si rapidement rien n'était fait, effectivement, oui, tout allait être repris dans la nature. On voit bien. Ça commençait, Et là, on voit nettement la différence, parce qu'on est descendu cet été et on a vu déjà l'avancement des travaux, quoi. En tout cas, merci pour l'initiative. Et puis, Bonjour Christophe, moi je suis aussi élu à Puy-Saint-Pierre. Je suis dans le Briançonnais depuis un peu plus de 30 ans et à Puy-Saint-Pierre depuis une quinzaine d'années. Donc je suis un peu là, ce que nous fait Aymeric sur le sujet. Et sur les aspects humains, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup frappé et qui peut amuser les enfants, c'est l'adaptation qu'avaient les mineurs, donc qui cheminaient dans la neige et qui arrivaient pour travailler dans le noir. Donc si tu peux en dire un mot, je pense que ça peut être intéressant. Je vais noter tout ça. Oui, alors moi c'est Dominique. Alors les propos sur la mine me rajeunissent de quelques années parce que ça me renvoie en fait à des souvenirs de mon enfance, de ma petite enfance. Parce que moi j'étais gapençaise et j'avais des grands-parents qui habitaient ici sur Puy-Saint-Pierre, que je venais voir en vacances assez régulièrement. Et je suis juste, or j'ai très peu de connaissances sur les mines et leur mode de fonctionnement, sur l'aspect technique. Par contre, je suis juste un témoin oculaire des petits wagons que je voyais partir de Puy-Saint-Pierre, Puy-Saint-André et aller sur Villars. Je voyais passer au-dessus de ma tête. Et quand je les voyais, quand j'arrivais et que je commençais à découvrir ces petits wagons, je me disais, ça y est, je suis bientôt arrivée chez mes grands-parents. C'était le signal. Et puis, donc, j'ai bien présent en mémoire les installations sur Villars. Ça m'a intrigué beaucoup quand
quand j'étais enfant. Et puis des choses aussi qui m'ont marqué, donc c'est de simples un simple témoignage oculaire, mais mon voisin, enfin le voisin de mes grands-parents, Monsieur Martin, était mineur, il travaillait à la mine, et quand je venais en vacances ici, j'étais toujours très très surprise de voir revenir ce monsieur tout noir de la tête aux pieds, ça m'impressionnait beaucoup. Voilà, donc c'est un côté affectif pour moi par rapport à mes souvenirs d'enfance qui sont encore bien présents en fait. Alors moi c'est Mathieu, j'habite à Roche-à-Garnier, à côté de chez Dominique. Ça fait 16 ans que j'habite ici, et depuis 16 ans, je me balade régulièrement dans la montagne, par les sentiers des mineurs en l'occurrence, et ça fait depuis 16 ans que je passe à côté des bâtiments qui sont en train de s'effondrer. Donc je les ai vus petit à petit s'effondrer, ça s'appelle la Sagnette, hein, c'est ça ? Ouais. Et je les ai vus petit à petit s'effondrer. Et il y a 16 ans, ils étaient encore un peu plus charpentés. Aujourd'hui, ça m'attriste beaucoup que ça parte comme ça, parce que c'est des vieilles maisons bâties à la chaux, qui après ont été réemployées pour les mulets, il me semble, c'est ça, ce que j'ai vu sur le plan. Et donc je suis bien content que petit à petit, et en tout cas au-dessus, commence à réapparaître un peu des vestiges qui commencent à ressortir de terre, tout le travail qui a été fait. Enfin, moi j'adore me balader là-bas depuis le début que je suis ici, donc voilà. Puis après j'ai de la famille qui a bossé dans les mines, enfin un arrière-grand-père en l'occurrence, qui s'est exporté après en Yougoslavie pour bosser dans les mines de cuivre. Donc voilà, je ne l'ai pas connu, mais bon, ça reste un peu dans la mémoire familiale. Et puis j'ai débarrassé des bouts de maison où j'ai trouvé de l'anthracite pourri. Et j'en ai eu, je suis ressorti souvent tout noir. J'ai bossé sur plusieurs baraques, où j'ai imaginé que ça venait de Combarine et que ça avait été très probablement rapporté pour un modique prix par des mineurs qui bossaient là-haut, qui rentraient chez eux, entasser le charbon à l'arrière du bâtiment de leur maison. Voilà, donc on ne se chauffe plus au charbon aujourd'hui, il reste un peu des vestiges sous des bouts de tôle ou des choses comme ça, des dernières traces de ce mode de chauffage. Voilà, merci en tout cas pour votre travail. Oui, moi c'est Thierry, donc j'habite à Purichat. Et mes deux grands-pères étaient mineurs de fond, donc je connais un petit peu la mine et les histoires que ça on a pu véhiculer autour de la mine. Mon grand-père a commencé à travailler à Combarine, donc et avant la guerre. Et après la guerre, il est parti travailler dans le sud de la France, à Gardanne. Donc, et je suis né à Gardanne, dans le pays minier. Donc toute ma famille a travaillé dans la mine, donc j'ai toujours entendu parler de mine, de carreaux de la mine, de tout ce que ça pouvait entraîner, quoi. Des accidents de la mine aussi, parce que j'ai un grand-père qui est décédé au fond de la mine. Donc dans ma famille, dès qu'on entendait le premier mercredi du mois la sonnerie des pompiers, tout le monde, ça mettait dans un état pas possible, ma grand-mère et toute la famille. Donc j'ai toujours été intéressé par la mine. Mon grand-père me racontait un petit peu les histoires de la mine, ce qu'il avait pu connaître, les accidents qu'il avait pu avoir. Et il me disait que toutes les nuits, il rêvait de la mine. Donc comme quoi, ça devait marquer quand même les esprits. Et c'était un métier d'homme, dur, difficile, mais à aucun moment ils auraient changé d'emploi. Ils voulaient à tout prix conserver ce métier-là. C'était un métier de camaraderie, d'amitié, ils étaient tous copains, que ce soit des Italiens, des Français, des Polonais, il y avait un échange pas possible qui se faisait. Et c'était, au niveau social et humain, c'était vraiment un univers intéressant. Donc moi aussi, j'apprends un peu tous les chemins des mineurs. Et pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs, je découvrais sur le bas de Purichat
le sentier des mineurs, celui qui va à Puy-Saint-Pierre aussi. Je me disais, mais c'est dommage que ça parte tout à... Il y a un boulot intéressant à faire, là, et des balades pas possibles pour ceux qui sont en vacances, quoi. Ça pourrait être superbe. Au fur et à mesure, je découvre des choses, et je trouve ça passionnant. Alors moi, j'ai quelques outils de mineurs aussi qui ont pu traverser le temps, parce que les grands-parents, ce qu'ils faisaient, la plupart du temps, ils ramassaient des outils, donc il n'y a rien qui se perdait. Tout était récupéré, les lampes de mineurs, tout ça, c'était... Donc voilà. Du côté de ma grand-mère, ils étaient à Saint-Martin-de-Carrière, et à Saint-Martin-de-Carrière, au-dessus de Saint-Martin, ils avaient leur propre mine paysanne. Oui. Donc, et d'ailleurs, pendant la guerre, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère s'était réfugiée dans la mine parce qu'elle avait reçu une rafale de mitraillettes et elle avait passé la nuit dans la mine. Et donc, voilà quoi. Bon, je pense que j'ai tout dit, j'ai encore des choses à dire, mais bon, je le dirai plus tard. S'il faut, une petite parenthèse technique, si c'est trop long, on pourra refaire un truc avec les gens en particulier. Je pense qu'avec Thierry, il y a de la matière à exploiter. Et les petits wagons que je voyais défiler, c'était encore dans les années 60, hein, je pense que c'était encore à ce moment-là. Ça fonctionnait encore. C'est bon, ça. Bonsoir, moi c'est Anne-Claire. Alors moi j'habite Briançon, mais pas très loin là, juste en bas de la montée. Et j'avais écouté Émeric sur le petit patrimoine il y a quelques temps avec le réseau Nature Sciences Environnement et ça m'avait beaucoup plu. Et donc quand j'ai su que voilà, on allait parler des mines, sujet que je connais très peu, enfin mal, du coup je suis venue. Mais je viens surtout pour écouter en fait, j'aime beaucoup les histoires. Voilà. Mais sur la commune de Puy-Saint-Pierre, pardon, je coupe la parole à je sais pas qui, à toi. Il ne l'avait pas encore pris. Il existe, on parlait de l'immigration des personnes notamment qui venaient des pays de l'Est et notamment de Yougoslavie. On a encore des traces ici par rapport au nom des familles. Pasternak, c'était des gens qui venaient de Yougoslavie et on a encore des traces actuellement. Moi, c'est Thierry, je suis aussi élu à la commune. Qu'est-ce qui m'intéresse sur ce sujet? Je suis originaire des Pyrénées, d'une vallée très rurale et où il y avait aussi une activité hivernale qui permettait aux gens de passer d'une belle saison à l'autre et qui n'était pas du tout la mine. Voilà, le charbon, c'était même quelque chose, quand les gens arrivaient à se chauffer au charbon, c'était plutôt... des gens qui avaient un petit peu les moyens, voilà, qui allaient plus dans la forêt pour ramasser du bois. Quand je suis arrivé ici, il y a une trentaine d'années, évidemment, j'ai été très surpris par toutes ces marques noires dans le paysage et ça m'a tout de suite interrogé. Voilà, donc c'est une activité qui m'intéresse quand je posais la question tout à l'heure, comment ressentaient les gens cette activité, c'est voilà, comment on se positionne sur quelque chose qui arrive à un moment donné qui est nouveau, qui n'est pas dans son mode de vie, mais qui le devient. Et puis aussi, qu'est-ce que ça impacte sur le paysage, parce que ce n'est pas des activités qui passent inaperçues. Voilà, il y a toujours on voit toujours ce qui s'est passé, pour longtemps encore. Donc c'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour le transmettre et pour continuer à le faire vivre d'une autre façon. Voilà. Donc je ne suis pas particulièrement passionné par l'activité minière, mais par tout ce qu'elle peut être dans l'histoire de toutes les familles du Briançonnais, puisque je crois que tout le monde doit avoir son mineur dans le Briançonnais. Donc peut-être que c'est aussi la génération charnière où on va tout perdre, ou alors on va réussir à mettre en place quelque chose pour que ceux qui viennent après nous et aussi de l'extérieur puissent se l'accaparer. Voilà. Voilà, moi je m'appelle Jean-Christophe Keck, alors je vais essayer de faire bref parce que je pourrais y passer 3 jours, 15 jours si vous voulez.
Mais bon, donc je suis originaire, enfin je suis Briançon, je suis né à Briançon d'abord, et je suis originaire de Briançon par ma mère et d'Alsace, colmarien, par mon père. Voilà. Et mon grand-père d'Alsace, mari de ma grand-mère, c'est pas mon grand-père, mais le mari de ma grand-mère, second mari, travaillait dans les mines de potasse. Donc quand j'allais en vacances en Alsace, nous habitions dans les cités minières, et j'avais en face de moi le chevalet de la mine. Donc j'étais bercé en Alsace par la mine, et ici, quand j'étais chez mon grand-père au Fraissinet, donc j'étais à 100 mètres de la mine, quoi, à peu près. La mine qui était encore en activité, puisque moi je suis né en 64, elle a fermé en 76. Donc j'avais 12 ans quand elle a fermé. Et depuis que j'étais gamin, donc j'ai tout de suite eu cette passion, peut-être à cause de, justement, ça m'a marqué. On parlait de la sirène tout à l'heure, nous on entendait la sirène aussi en Alsace, toutes ces choses-là. Et ici, je me rappelle quand j'étais petit, mais j'étais attiré comme par un aimant à la mine. C'est-à-dire, parce qu'en plus on n'avait pas le droit d'y aller, évidemment. Et alors c'était d'autant plus tentant. Et donc j'ai eu la chance de rentrer jusqu'au fond de la mine du Fraissinet, que j'avais 9 ans. Ça, bon, c'est une anecdote que je pourrais raconter, et c'est aussi long, parce que je suis rentré en douce, quoi. C'est-à-dire il y avait 2 mineurs qui travaillaient. J'ai entre guillemets soudoyé, c'est-à-dire j'ai tellement insisté auprès du deuxième mineur marocain justement, qu'il a accepté que j'aille jusqu'au fond de la mine où il y avait déjà le chef mineur qui était au fond. Et quand je suis arrivé au fond, donc à 900 mètres, je vous assure que je me suis fait recevoir d'une façon, et le pauvre mineur a été obligé de me raccompagner dehors. Enfin, mais j'ai eu cette chance d'aller jusqu'au fond de cette mine, de voir et j'en ai des souvenirs que j'ai gardés toute ma vie, quoi. C'est amusant qu'on fasse aussi cette réunion aujourd'hui, parce que moi je suis très très heureux vraiment qu'il y ait ce travail qui soit fait ici. Et j'ai retrouvé il y a quelque temps un article du Dauphiné libéré. Je devais avoir 12 ans peut-être, et on avait fait une réunion comme ça dans la vieille ville, à la bibliothèque, et c'est marqué, un enfant, le petit Jean-Christophe, a montré beaucoup d'intérêt pour les mines du Briançonnais, évidemment. Parce que comme je vous disais, donc, mon grand-père ici avait été directeur administratif de la mine, entre 17 et 19, non, après 18, puisqu'il avait fait la guerre de 14-18, donc entre 19 et 21, je crois, voilà. Et après, il a été directeur de l'hôpital militaire à Briançon, mais il a eu pendant quelques années, il a été donc directeur de cette mine, et il m'a raconté énormément d'anecdotes. J'ai essayé, bon, il y en a qui ont dû disparaître de ma mémoire, mais j'ai essayé de garder beaucoup de... Et après, j'allais dire, durant toute ma vie, j'ai recherché, puisque j'ai 3 passions en fait, bon, Offenbach, ça c'est la musique, Marcel Pagnol, la littérature, théâtre, etc., cinéma, et puis les mines. Et donc, j'ai accumulé pendant toute ma vie, j'allais dire, des archives, tout ce que j'ai, des témoignages de mineurs, j'en ai beaucoup enregistré aussi, en cassette, des mineurs, bien sûr. Alors, c'est vrai que Combarine, c'est le secteur que je connais le moins, en fait, parce que je me suis beaucoup intéressé, bien sûr, à la vallée de la Guisane, puisque c'est les mines du Fraissinet, à Villars-Saint-Pancrace, parce que j'ai aimé crapahuter, aller dans toutes ces mines qui étaient encore ouvertes, il y a quoi, une vingtaine d'années, quoi. Et voilà, et donc j'ai accumulé beaucoup de choses, de documents et tout ça. Je suis très heureux de les mettre à la contribution de ce beau projet. Voilà. Merci. Je réponds à ce que vous avez dit un peu. Il y a un peu des questions. Après, je ne sais pas comment on peut envisager le truc la suite. Vous allez me dire. La Sagnette, on s'est posé dans les années 80. En fait, les années 80 ont vu la fin des mineurs, en fait, des mineurs paysans. C'est là que Les Tournelles, avec l'assaut, ils ont pris le relais, ils ont fait la fête des mineurs. Paradoxalement, ils ont festoyé autour de la fin, en fait. Et là, c'est monté un projet avec la DRAC. Il y a eu un brainstorming, on va dire, des réunions pour savoir ce qu'ils allaient faire de ce patrimoine minier. Et en fait, il y a quelqu'un qui est arrivé d'Alsace, ça revient souvent, de venir de l'extérieur, en fait, qui a un regard, donc, qui est l'archéologue qui a fait le Fournel, c'est pour ça que vous en parliez. Et qui, en fait, au début, voulait faire quelque chose au Chardonnay, en fait. Le Chardonnay est une mine exceptionnelle, mine de graphite à 2600 mètres d'altitude, il n'y en a qu'une en France, enfin, un truc de fou. Touristiquement, aller là-haut, ça reste quand même complexe. Donc ils ont voulu se rabattre sur les mines qu'il peut y avoir ici. Et à Combarine, l'idée c'était de faire un musée à ciel ouvert à Combarine, et d'utiliser la Sagnette comme lieu de muséographie. Donc ça aurait pu être un chouette projet, malheureusement c'est tombé en ruine. On a quand même fait venir un architecte du patrimoine qui est venu expertiser rapidement, qui nous a dit que ça coûterait au bas mot 1 million d'euros. On va la laisser tomber, quoi. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. C'est non seulement triste par rapport à ce qui a été dit, puisqu'effectivement c'est un père qui a une richesse patrimoniale importante,
excusez-moi, c'est sûrement une déformation liée à mes fonctions de maire, mais en plus de ça, ça pose quand même de sérieux problèmes de sécurité, puisque voilà, il y a des gens qui s'y baladent, et voilà, peut-être au moins envisager de mise en sécurité. En tout cas, c'est un aspect des choses qu'on doit prendre en compte pour éviter que des gens se retrouvent à des endroits où ils pourraient être exposés à des dangers. On ne va pas les faire promener là-bas. Ça ne mènera pas là-bas. Après, vous y allez, mais c'est bien regrettable. Et on parlait des sentiers. C'était l'idée primitive du projet, c'était de se dire mais où amener les gens et que leur montrer en fait. L'étude historique, c'était ça, de montrer en fait que en se promenant. C'est ce qu'on avait fait quand on a fait la balade de formation. En fait, on s'aperçoit qu'à chaque lieu, tous les 100 mètres, les 200 mètres, les 500 mètres, on trouve une richesse qui est très très forte et très puissante. Moi, je trouve dans nos communes, et en particulier ici, moi je ne connaissais pas non plus, ça fait que 10 ans que je suis là, je connaissais plutôt la Guisane, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses. Et c'était ça l'idée de faire des sentiers et de redonner ça, quoi. Et donc, ça a foiré avec l'Estournel parce que tout de suite, il a amené des gens, en fait. Donc l'État a flippé, naturellement a flippé, d'amener des gens dans des mines de charbon. Mais qui ont dégradé aussi les mines. Qui ont dégradé, qui ont vandalisé. C'est le paradoxe. Il a souffert énormément de l'entrée massive de gens dans la mine. 30 gamins qui sont rentrés dans la mine, de l'oxygène d'un seul coup, gaz carbonique, tout ce qu'on veut. La mine qui avait tenu quand même pendant des dizaines d'années s'est effondrée. Et bon, c'est le paradoxe on veut partager, mais il faut le partager dans des conditions qui font que ça ne dégrade pas ce qu'on veut partager en fait. Et ça a été un problème. Donc l'archéologue en question ne s'entendant pas forcément avec l'Estournel et comment dire, les hommes politiques locaux n'ayant pas saisi l'intérêt qu'on pouvait avoir de ce patrimoine-là, il y en a un qui l'a saisi, c'est Joël Giraud, qui a dit tout de suite, Péchinet étant parti, il voulait faire perdurer cette mémoire industrielle, cette mémoire ouvrière, et que ça soit une source de fierté. Parce que souvent, là on en parle, maintenant les gens sont fiers, mais il faut quand même, si on se rappelle bien de ce qui s'est passé dans la France du XXe siècle, les ouvriers, c'est pas eux qui étaient les plus fiers, quoi. Et donc en fait, ils sont allés réinvestir ce lieu au Fournel. Quand ils ont fait l'expertise générale, ils ont dit, c'est Joël Giraud, par sa volonté politique, qui a fait qu'ils sont allés là-bas. L'intérêt ne se situe pas à la mine du Fournel. Enfin, historiquement, des mines du Fournel, il y en a plein en France. Enfin, il y en a plein. Voilà. Et l'intérêt historique des mines, c'est ici. La spécificité, la singularité, elle est dans les mines, en particulier les mines paysannes. Les mines industrielles étant le pendant de la mine paysanne, qui nous dit qu'en fait, ah oui, vous avez fait des mines industrielles, mais regardez ce qui s'est passé à côté. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir ce regard un peu contrasté sur les choses. En fait. Et c'est pour ça que c'est comme ça que ça s'est construit en fait. C'est comme ça qu'on essaie de le reconstruire aussi maintenant. C'est pour ça que c'est intéressant de le partager. C'est comment ça s'est noué, comment ça s'est mêlé, et comment maintenant aussi on est déterminé par ça, quoi. Voilà. Et comment un projet qui avait 30 ans, parce que moi je suis retombé sur le document de l'Estournel qui proposait à l'État de faire des trucs, on s'aperçoit qu'en fait on va faire la même chose que lui, mais sans le savoir. Enfin voilà, je suis tombé après. Ça veut dire que le sens qu'on donne aux choses, pour finir, il évolue pas non plus tant que ça, quoi. Voilà. Et quel est le rapport d'ailleurs avec la SGMB aujourd'hui Monsieur l'Estournel étant décédé oui, bien sûr, récemment. Parce que qu'est-ce que devient cette association? Ils ont tout fermé. Oui, c'est ce que m'a dit. Fermé très très rapidement, et les archives partent à Gap là. D'accord, mais il n'y a pas une possibilité justement de travailler avec cette association? Il n'y a personne qui souhaite prendre le relais ou qui est en capacité. Je voulais en parler avec Laurence Fitt justement, ça, parce que bon, elle quand même s'est beaucoup investi là-dedans. Je trouve ça quand même un peu faible. L'association ne dépend que d'une personne, quand cette personne-là est en CD, c'est fini en fait. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Il n'y aura pas moyen de profiter des archives, si elles sont déjà déposées, c'est déjà bien. C'est essentiel. Elles sont accessibles à tout le monde. Elles ne sont pas perdues. La problématique qu'on a, c'est que nous, il faut qu'on sorte un truc cette année et que la vitesse de classement par les archives départementales, je dirais toutes les archives départementales de la région PACA, quand on voit les gens travailler, on se demande comment on fait pour aller plus lentement. C'est comme les meilleurs paysans. Voilà, il ne faut pas être pressé. Donc moi, j'ai qu'une peur, c'est qu'elles ne soient pas mises à disposition. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Il n'y a pas de mal, l'essentiel c'est d'être là. Là, il y a une place à côté de Jean-Christophe. Il t'a gardé une place au chaud. Mais si ça vous intéresse, je ne sais pas si vous avez accès à ça, moi j'ai eu, de façon bien sûr pas officielle, le rapport de la DRIR quand ils ont fait quand ils ont décidé, avant de tout casser, j'allais dire, ils ont fait un rapport général avec des photos de tous les sites et tout, et ça je suis arrivé à le dégoter auprès du BRGM, et ça peut être intéressant. Comme je ne sais pas si vous connaissez aussi ce rapport qui a été fait par deux ingénieurs du BRGM, Fraisse et Grébert,
C'est un rapport qui date de 1951, qui était à l'ADRI. Bon, si vous dites que tout ça a disparu, mais moi, par bonheur, j'ai tout photocopié ça. Ce sont deux ingénieurs qui sont venus et qui, en 51, donc à l'époque où tout tournait, ont fait le tour de toutes les mines du Briançonnais, toutes les mines paysannes, et chaque mine est nomenclaturée. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, avec la teneur en charbon, tout. C'est des documents assez... État des lieux. Un état des lieux total, oui. En fait, le but était, c'est quand ils ont fait le BRGM au Fraissinet, enfin quand le BRGM est venu s'installer au Fraissinet, a quand même creusé une galerie de 2,4 km dans la montagne, et une galerie avec une ouverture de 3 mètres, quelque chose... Bon là, il y a plein d'anecdotes aussi à raconter. Eh bien, cette galerie existe toujours, forcément, elle est murée. Mais derrière, il y a un tunnel de 2,4 km, c'est-à-dire qu'il sort quasiment en vallée de Névache. Il suffisait de pousser un peu, on arrivait à Névache. Et moi, dans mon projet à l'époque, mon rêve, ça aurait été de rouvrir cet endroit-là pour voir, mais même un passage avec la Névachie, quoi. Un truc assez incroyable. Et donc, en fait, le but était de venir, de faire une étude de tout le Briançonnais pour savoir si on allait transformer cet endroit. Il y avait même une usine thermique prévue à Mas-de-Blé. Enfin, tout était déjà prévu. Et si les conclusions avaient été positives, c'est-à-dire, parce qu'on est quand même le plus grand bassin de France d'Europe, ne l'oublions pas, plus grand bassin minier, plus grand que Nord-Pas-de-Calais, mais le seul problème, c'est la façon d'exploiter. C'est qu'ici, c'est une catastrophe, on n'arrive pas à exploiter à cause des plissements alpins, mais si le rapport avait été positif, ça serait une autre chose de Briançonnais aujourd'hui. Ça voudrait dire qu'il y aurait eu des exploitations à ciel ouvert et on aurait une usine thermique, une usine à charbon, qui aurait exploité tout ça. Ça aurait le tourisme, là, je pense qu'il aurait pu exister. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que quand on voit des anciens dictionnaires de Briançon, on ne parle pas de tourisme, on parle d'anthracite et climatisme. C'est deux choses qui apparaissent. Briançon, anthracite, climatisme. Ça, c'était dans les années 40-50. Donc voilà. Alors peut-être donner la parole à Alain qui vient de nous rejoindre. Pour qu'on t'explique, on a fait un petit tour des personnes présentes, savoir ce qu'ils avaient un petit peu à raconter, s'ils avaient des souvenirs et des témoignages à partager. Et je crois que c'est ton cas. Alors je te mets à l'aise, tu n'es pas le seul à ne pas être depuis Saint-Pierre, mais justement c'est intéressant aussi de savoir comment c'était vu dans les communes alentours et notamment depuis où venaient aussi les gens travailler sur les mines, notamment à Combarine. Voilà, donc c'est avec plaisir que je vais raconter ce que tu me demandes de raconter, puisque j'ai fait un mail à Vincent, quand j'ai vu dans la presse qu'il devait y avoir quelque chose sur les mines. Et ça a fait tilt chez moi, pour des raisons sentimentales d'abord, parce que je vais vous parler de mon grand-père. Mon grand-père, il était à Champcela, plus exactement au Ponteil de Champcela. Si vous connaissez, c'est beaucoup plus haut. Et alors, moi, je l'ai connu, il était déjà très âgé. C'est pas lui qui m'a raconté ça. D'abord, il a fini aveugle, etc., au coin du feu. Voilà, donc mais ma mère m'a toujours raconté donc, ce qu'elle savait des mines, depuis Saint-Pierre, puisque toute petite, enfant, elle voyait arriver son père le samedi soir, après une semaine passée ici à Puy-Saint-Pierre, comme mineur. Et donc, dans sa petite tête d'enfant, elle le voyait tout noir, avec les yeux rouges, me disait-elle. Voilà, donc c'est sûr que les mineurs, ils n'avaient pas le temps, ou peut-être même pas les possibilités, ça n'existait pas, la douche, tout ça, ça c'est sûr. Donc à la fin de la semaine, à la fin du travail, ils rentraient par le train, ils descendaient depuis Saint-Pierre à la gare de Briançon, ils descendaient par le train jusqu'à Saint-Crépin. Là, ils montaient au Ponteil à pied encore, après une semaine de travail. Voilà. C'est le témoignage que j'ai, mais de bouche à oreille. J'ai ni photo, ni rien, ni écrit, évidemment. C'est ma mère qui me l'a transmis, etc. Et j'ai eu le plaisir de vous le dire. Et merci de m'avoir demandé de venir, parce que je ne savais pas que ça puisse... Oh, si, je pensais que ça pouvait vous intéresser, puisque j'avais fait un mail.
Voilà. Donc, ce qui veut dire que des gens venaient d'assez loin, de Champs-Élats, ce qui est assez surprenant. Pas que pour les mines, il y a aussi une femme qui venait, une dame, on m'a dit, elle venait travailler aussi à l'usine de la Chape. Voilà, donc après dans d'autres conditions, ça c'était pas ma famille, c'est juste pour l'anecdote, pour dire que ça se déplaçait quand même avant, et par le train, ce qui est bien. Alors, il y avait donc une équipe qui venait, et toujours d'après ma mère, mon grand-père, Jacques Jouberjean, dont le surnom c'était les Catarons en patois, Catarons, du mot cathare, je ne sais pas pourquoi, parce que dans les villages, il y avait tellement de Jouberjean, par exemple, que chaque famille avait son surnom, etc. Son sobriquet, c'est le mot que je cherchais. Et donc, Jacques Jouberjean, mon grand-père, il avait la responsabilité, en plus d'être mineur, il avait la responsabilité auprès de ses collègues de travail de préparer le repas de midi et du soir. Donc, il quittait, d'après ce qu'on m'a raconté, il quittait la mine un peu plus tôt, peut-être pas tellement longtemps, mais assez tôt pour préparer, je ne sais pas trop quoi, pour le midi, et le soir, pareil aussi, il quittait avant. Et c'était le responsable de toute cette équipe qui logeait ici au Pinet. Je me souviens être venu en famille, enfant, et ma mère m'avait dit encore, voilà, c'est là, me semble-t-il, d'après ce qu'il est, parce que c'est dans le virage du village, et c'est un peu surélevé la porte d'entrée. Voilà, c'est... Toi, ça rejoint Émeric, c'est certaines informations que tu as dans ta possession, c'est ça? C'est là qu'il logeait, en tout cas, l'équipe de Champs-Élats. Et voilà, c'est l'histoire de mon grand-père mineur à Puy-Saint-Pierre. Et est-ce qu'il intervenait, ton grand-père, à ta connaissance, sur d'autres mines du Briançonnais, Villars? Pas du tout. Parce qu'il y avait des mines à Champs-Élats. Oui, que j'essaie de comprendre. À Champs-Élats, des mines. Alors peut-être qu'il avait peut-être une mine personnelle, ça me donne parce que un petit peu. Je sais pas. Ça, par contre, j'en ai pas entendu parler. Ouais. Il y avait, ils avaient du vin, des vignes, certes, mais les mines, j'ai jamais entendu parler. Il y a une concession sur Champs-Élats. Il y a une concession. Ouais. Ah ouais, ça m'intéresse aussi. Eh bien, Jean Lacoupe, tu as connu. Oh ben Jean Lacoupe. Eh bien, son père était mineur là-bas, Champs-Élats, oui. Oui. Voilà. Les hommes des mineurs de fond. Et oui. Et souvent, d'ailleurs, ils avaient ces gens-là, je pense aux mineurs du Fraissinet, avaient leur mine personnelle, plus ils allaient travailler à la mine industrielle. Donc l'été, l'hiver surtout, mais ils avaient aussi leur petite mine pour leur charbon personnel. Oui, c'est sûr que ça se faisait essentiellement l'hiver, ça c'est sûr, parce que l'été, il y avait autre chose à faire. Hein. Il y avait le foin à rentrer, les pommes de terre, enfin, les vaches à garder et tout ça. Parce que mon grand-père, il était berger du troupeau communal de vaches. Et voilà. Et c'est sa femme, donc ma grand-mère, et puis les enfants qui travaillaient, lui, il gardait, et il faisait rentrer de l'argent autant que faire se pouvait. Et tu as abordé l'aspect, forcément, qui dit charbon, ça a été évoqué, qui rentrait dans des conditions abominables, noires, et donc tu évoquais l'aspect toilette, nettoyage. Il y a peut-être tu me racontais à la maison, Dominique, des petites anecdotes qui peut-être sympathiques de partager. J'allais rebondir sur ce que disait Alain. Je confirme ce que ta maman t'a dit, parce que moi je l'ai vu encore de mes yeux. Et les mineurs rentraient effectivement non lavés chez eux, tout noirs avec effectivement les yeux rouges. Ils se lavaient chez eux avec les moyens du bord, puisqu'il n'y avait pas d'eau courante. Ici, à Puy-Saint-Pierre, ça a été en 65, l'eau courante. Donc les gens se lavaient avec l'eau de la fontaine. Et ce monsieur Martin qui était mineur, que je voyais rentrer, Félix Martin, je pense qu'ils avaient droit à quelques avantages quand on était mineur. Je pense qu'ils devaient travailler pour une mine industrielle, certainement. La famille avait droit à quelques avantages, et notamment, on avait installé pour cette famille Martin une pompe qui permettait de prélever de l'eau sur la fontaine et de la pomper à l'intérieur de la maison. Et je l'ai vu fonctionner, cette pompe. Madame Martin pompait de l'eau pour que ça lui soit plus facile pour son mari se laver et pour elle-même laver les vêtements de son mari.
Donc c'était une facilité, je pense, qui était accordée aux familles de mineurs. Mais au Fraissinet, il y avait quand même, moi je me rappelle les avoir vus se laver, mais à la sortie de la mine, il y avait quand même la cabane, on appelait la cabane toujours, et il y avait toute la journée un feu de houille qui tournait, tout le temps. Moi je vous parle de ça l'été, parce que les mines industrielles tournaient aussi l'été, comme on disait. Moi l'hiver, je n'étais pas au Fraissinet, j'étais à Briançon. Donc il y avait un feu qui tournait toute la journée avec une odeur, mais ça je me rappellerai toujours cette odeur qui se dégageait de ces poêles de pétri là, ce qu'ils appelaient le siouf. Je me rappelle très bien, ils m'ont dit ça sent le siouf. Le siouf, mais c'était aussi le gaz qui vous liquide. Hein. Donc il fallait. Et alors ils avaient tout le temps une bassine d'eau qui était sur ce poêle. Et à la sortie, je me rappelle très bien, et quand ils sortaient à midi, alors ils prenaient l'eau, ils se mettaient l'eau sur la figure, ils avaient un chiffon, au moins ils se nettoyaient au moins la figure et les mains, quoi. Pour y voir. Voilà. Et après, ils mangeaient leur casse-croûte à côté, mais au moins ils se nettoyaient un petit peu, quoi. Oui, et parmi le charbon qu'ils utilisaient, effectivement, il y avait, je ne sais plus quel terme vous avez employé. Le pétri. Le pétri. Le pétri, oui. C'était de l'eau mélangée avec du charbon. Hein. Voilà, mais il mettait, il me semble, de mémoire, il le mettait le soir pour étouffer un peu le feu et pouvoir le faire, ça maintenait un peu la chaleur. Mais il y avait un système, et même toutes les maisons, parce qu'on avait aussi ce qu'on appelait des assiettes, c'est-à-dire au Fraissinet, il y avait la route qui montait à la mine, et sur le côté, il y avait 3 assiettes. C'était c'était le charbon des mineurs, c'est ce que les mineurs, la mine donnait, le propriétaire de la mine donnait aux mineurs, alors c'était toujours plein, et quand on avait besoin de charbon, on allait le chercher. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'était un charbon de très mauvaise qualité, mais dans Briançonnet, il y a quelques mines, les Aiguilles par exemple, qui avaient ce qu'ils appelaient des gazons, c'est-à-dire des gros bons morceaux de charbon. Au Fraissinet, beaucoup d'anthracite maigre, c'est-à-dire de la poussière. Et donc, mais toutes les maisons se chauffaient quand même avec ça dans le village. C'est-à-dire qu'on mettait, au début, alors on mettait soit du bois, soit ce qu'on appelle des châtilles, soit des boulets, pour faire commencer un feu. Et après, je me rappelle bien, chez moi, donc il y avait une espèce de seau où on bâchassait, avec une pelle, hein. Et donc on faisait un mélange de charbon et d'eau. Hop, on foutait ça sur la braise qu'il y avait dedans, on faisait les trous avec le pique-feu, ce qu'on appelait, et hop, et toute la soirée. Il y en avait pour toute la nuit, hein, ça tournait comme ça et ça chauffait pas mal. Ça, je l'ai vu fonctionner. Voilà. Mais c'était notre système de chauffage le plus courant. Hein. J'ai une anecdote sur un autre usage du charbon. Oui, j'ai géré les routes du Briançonnet pendant quelques temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le long de la route du Galibier, il y avait des petites cabanes dans lesquelles il y avait du charbon. Parce qu'il n'y avait pas de moyen de déneigement à cette époque-là. Et les agents de l'équipement répandaient du charbon, ce qui était supposé être au-dessus de la route, pour accélérer la fonte. C'est quand même assez marrant. Et ils arrivaient suffisamment bien à repérer les lieux pour que très souvent ils soient au-dessus de la route. Mais il faut savoir, quelquefois, il y a 5 ou 6 mètres de neige au-dessus de la route. Et l'efficacité est avérée Si, ça fait fondre. Ça fait fondre. C'était une horreur pour la maison, parce qu'on se Et terrasser à la pelle, c'était autre chose. Pas aussi efficace que le sel, mais ça avait fait mal. Concernant l'utilisation du charbon pour se chauffer, alors ça, c'est plus l'époque de mon grand-père, c'était mon époque à moi, à Champs-Cela, dans les années 50. Évidemment, la salle de classe était chauffée au bois, avec une femme de ménage, qu'on n'appelait pas encore Atsem, mais qui venait allumer le feu. Les fonctions d'Atsem ne se limitent pas au seul ménage. Ni à chercher. En tout cas, elle venait allumer le feu, le poêle, le matin, avant qu'on arrive là, et c'était d'ailleurs du bois, elle allumait avec des pignons qu'on allait cueillir dans la forêt. C'était une sortie en plein air. On partait avec nos sacs et cette dame, elle allumait le feu avec ça. Et du bois qu'on lui donnait, que la commune donnait. Mais à midi, quand on partait, pour que la salle reste chaude, on complétait, avant de sortir, à 11h30 plutôt que midi, avec du charbon qu'on allait chercher à la cave, des boulets, dans un seau bien spécifique, avec la base un peu plus importante que le nez, si on peut dire, que l'orifice.
Et alors, on partait, et la maîtresse, elle fermait l'école, et nous, un peu garnement que nous étions, pas très sérieux, je dois le dire, je peux le dire maintenant, et on repassait par le soupirail, et on allait faire tomber les tuyaux. Donc, le charbon qui se consumait, qui prenait, là, il envoyait une fumée d'enfer dans la salle, et quand on arrivait à 1h30, la maîtresse, elle appelait quelqu'un, ses fils qui étaient un peu plus haut, venez vite, les tuyaux et tout. Et nous, on partait faire du ski, et on restait jusqu'à 4h30, tranquille, le temps que les tuyaux soient réparés. Voilà une anecdote qui concerne le charbon, mais pas le... On disait que les boulets, c'est une invention briançonnaise à la base. C'est-à-dire que, moi, c'est ce qu'on m'a raconté, parce que le directeur donc, des mines du Fraissinet, qui s'appelait Mayer exactement, était un ingénieur le propriétaire, je veux dire. C'est un peu compliqué, mais les mines donc, ont une concession. Il y avait 2 grandes concessions, il y avait Pierre-Grosse et le Fraissinet. Le Fraissinet a été racheté dans les années 1900-1910 par un concessionnaire donc, qui s'appelait Mayer. Et ce Mayer, alors il y a plein d'anecdotes à raconter dessus, mais bon, ça ne sera pas pour aujourd'hui, parce qu'il y en a trop. Mais cet homme-là, donc, c'est lui qui avait racheté la mine de la Tour, qui avait racheté les éduits, en fait, il a racheté plein de choses ici. Parce qu'en fait, vu que le charbon est de très mauvaise qualité ici, c'est lui qui aurait eu cette idée de mélanger le charbon, la poussière de charbon avec ce qu'on appelle une braie, qui est un liant, et pour fabriquer ces boulets. Donc il y avait une usine à boulets, une des premières usines à boulets, c'était à la Tour. Et après, on diffusait ces boulets. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de protection, et beaucoup de gens ont dû mourir à cause de ça, parce que les vapeurs de braie étaient pires que la silicose, ça brûlait les poumons, mais on ne se souciait pas trop. C'est ce genre de considération à l'époque. Mais c'est vrai que la mine de la Tour, qui est aussi une mine extraordinaire à Briançon, vraiment... d'ailleurs, j'ai redécouvert il y a très peu de temps un puits, 60 mètres de fond, et qui est caché derrière. Mais bon, pour y aller, c'est très très compliqué. Il faut soulever une plaque de fonte énorme parce qu'elle est au milieu d'une scierie. Et j'ai discuté avec les gens qui m'ont dit on a une espèce d'égout là-dessous. Oh, j'ai dit un grand trou qui descend à 60 mètres. J'ai dit mais là, ça correspond exactement au puits de la Riolette. C'est-à-dire c'est le deuxième puits. Je dis mais non, là-dessous il y a le puits, il y a 60 mètres de profondeur quand même, avec 2 niveaux d'exploitation à 30 et à 60. Et pour dire que bon, quand cette mine a fermé quand même très très tôt, et après Combarine était vraiment la liaison avec, puisque l'arrivée du câble de Combarine arrivait là-bas, mais aussi a été l'usine de boulets de charbon de la mine du Fraissinet. Voilà. Peut-être des informations là-dessus? Oui. Alors la mine de la Tour, c'est la seule mine à puits vertical. D'ici du coin. Et donc c'est la famille Fort-Vincent, qu'on connaît, à Villars-Saint-Pancras, qui a fait ça dans les années 1854. Et eux, ils avaient, pour exploiter et descendre jusqu'à moins 120 mètres, le dernier niveau c'est moins 120 mètres, mais on est sous la Durance. Donc là, après, il y avait des aspirations d'eau, donc il y avait 30, 60, 90. Et cette mine, au tout début, dans les années 1850, il a arrêté de l'exploiter parce qu'il était tellement différent des autres, il était tellement novateur. Il avait installé une noria, c'est-à-dire une roue à aube, qui utilisait l'eau des canaux d'irrigation pour faire sortir les mineurs et faire sortir le matériel. Mais il a eu tellement de colibés, tellement de haine de la part de ses voisins, et sûrement un peu d'enrichissement, mais ça on ne pourra jamais le savoir, qu'il a arrêté l'exploitation en fait. Il a transmis à ses enfants. Ses enfants, l'héritage a fait qu'après ça s'est dispatché, et que là il y a quelqu'un qui a réussi à racheter la mine de la Tour, et qui après a fait partie d'un énorme consortium et d'un énorme projet qui a eu lieu dans les années 1929. La Chélaise arrive ici, sur le Briançonnais. Elle rachète Combarine, Pramorel, Roche-Pessa, Chamandrin, Gagnard, elle rachète tout, la Tour, etc. Et en fait, leur projet, c'est de tout relier sous terre. Et vous en avez des traces dans la commune. Donc vous avez la maison qui a été refaite quand on monte à la Borelle. Là, il y a un puits qui descendait. Le but, c'était de descendre jusqu'au niveau de la Durance. Et à la sortie, quand vous prenez la route en allant vers Carrefour, la route nationale, à droite, à un moment donné, il y a une sortie. Là. Il fallait faire sortir un traverbant qui aurait traversé. Et il y avait une usine qui était prévue juste en face. Une usine où maintenant, il y a quoi à la place? Là, il y a le marchand de bois là. Ouais. Donc tout le charbon aurait dû non pas descendre par un téléphérique, par un télébel, mais tout à l'intérieur, en reliant toutes les concessions, parce qu'ils pensaient que tout ça était mirifiquement possible d'exploiter et de s'enrichir grâce à ça. La crise des années 29, 30, 31 a mis un terme à tout ça, mais on a ces traces-là de choses qui auraient permis de tout relier. Et l'idée, c'était que l'usine, en fait, c'était l'usine qui était au pied de Champcella,
l'usine de la Roche de Rame, c'était une usine de transformation du nitrogène, elle aurait dû être transférée ici, parce qu'en fait, la difficulté de créer de l'électricité avec le torrent, c'était que c'était intermittent, et que donc ils auraient pu compléter avec le charbon. Et donc on aurait eu une usine nitrique ici. Ce projet a capoté, alors soit pour des raisons boursières, soit pour des raisons économiques de contexte, mais il y avait un énorme projet très très ambitieux pour ça. Et la trace de ce projet ambitieux, c'était à la fois les travers bancs qui circulaient et le Télében qui a été créé en 1929 et qui s'est arrêté en 62 quand la mine périclite et s'arrête en fait. Et donc il y avait un énorme projet général d'exploitation de l'anthracite Briançonnais, mais qui était déjà... il y a déjà les ingénieurs des années 1880-90 qui savent que ça ne va rien donner en fait, parce que il est trop faillé, on n'arrive pas à le suivre, les veines elles font 1 mètre, elles font 2 mètres, parfois 8, on n'est pas dans le Nord-Pas-de-Calais, ce qui fait qu'en fait il y avait de l'espoir, il y a une ruée vers les mines dans les Alpes, en particulier au 19e, et cette idée-là, cette mémoire de se dire on va s'enrichir dans les Alpes, elle a perduré, et ils ont cru qu'ils allaient faire fortune, et ça a mal fini. Et ça a mal fini, oui, voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont cherché à faire cette longue galerie au Fraissinet, le BRGM, pour voir s'il y avait quelque chose avec les charbonnages de France, pour voir s'il y avait un potentiel. Et le potentiel, il n'y est pas en fait. Mais il n'a jamais été en fait. Hein. Donc, Et surtout au niveau de l'exploitation, parce qu'au niveau quand même de la capacité, il y a quand même il y a un volume énorme. Mais en fait, le BRGM, il traçait donc cette galerie droite, et puis tout le long, il faisait des études. Tout le long. Dès qu'il voyait une veine, mais comme voilà, c'est pas. On perd 100 mètres d'un seul coup. C'est ça. Ça monte, ça descend. Combarine, jusqu'aux années 20, il n'avait pas de plan fiable. Donc il faisait tout au doigt mouillé en fait. Il ne savait pas où ils allaient. Ils n'avaient pas cette cartographie et cette science qui aurait permis de se dire on va enlever là pour aller ensuite ici. Ils n'avaient pas cette réflexion stratégique. Ils tâtonnaient vraiment, ils sont repartis. Après, si vous voulez, je vous montre les plans, on comprend, ils partent, ils reviennent, ils ne comprennent pas en fait ce qui se passe, donc ils n'arrivent pas à l'évaluer. Et donc en fait, la HLS, quand elle arrive en 1929, elle fait un peu les gros bras parce qu'il y a eu une grosse exploitation en 1917 en fait. C'est là qu'il y a les 60 000 tonnes du Briançonnais. 60 000 tonnes du Briançonnais, c'est 0,01% de la production française à l'époque, hein, c'est que dalle. Mais ils ont eu cet espoir et cette vision de se dire en 1917, il y a eu énormément, on est en capacité d'exploiter, mais ça n'a jamais été véritablement rentable, même Combarine, hein, même avec des moyens technologiques et techniques qui étaient relativement avancés par rapport au reste. Et une question, je vais vous poser, parce qu'on m'a parlé d'un truc... alors là, on passe de l'autre côté de la Durance, vers Saint-Jacques par là-bas, Saint-Jacques-Saint-Jean, mais pas du tout au-dessus de la route des Espagnols, mais en dessous. Donc il y a une espèce de tour, voilà, et à côté, il y a un bâtiment, et puis là, un travers-banc aurait été commencé, et donc on voit encore l'effondrement en fait. Et, parce qu'un ancien mineur m'a dit avoir travaillé là-bas, et qu'en fait, c'était tellement près du sol que ça ne cessait de s'effondrer, donc ils ont eu beaucoup de soucis, et c'était pour faire une grosse exploitation sur la concession de Villars. C'est la plaine. Il y a 5 concessions à Villars, la plaine Saint-Pancras, et en 1927, ils tracent ce travers-banc-là. Pareil, c'est la même époque où ils pensent qu'ils vont pouvoir s'enrichir, et très très vite, ils s'aperçoivent que ça. Et c'est la HLS qui s'occupe de ça aussi? Et je crois que c'est la HLS. Il me semblait, c'est pour ça que je voulais vous poser la question. La plaine Saint-Pancras, c'est un endroit où vous pouvez aller visiter, qui a été remis en valeur par le VTM, là, avec qui on va travailler là-haut. Et suite, il y avait un campement sur la route des Espagnols. Les Espagnols logés à cet endroit-là, sûrement profitant des installations en 1939 quand ils migrent. Ils viennent ici, ils s'installent et ils font la route des Espagnols, ils occupent là-bas en fait. Il y a des lavabos, il reste quelques lavabos, ils ont mis des panneaux et c'est un endroit qui était utilisé pour la mine. Et ces Espagnols-là, en 1939, viennent à la mine en fait. Ils viennent à la mine parce qu'on ne sait pas quoi leur faire faire. Et ils viennent à Combarine, il y a une quarantaine d'Espagnols qui viennent. Et quand il y a la mobilisation, en août 40, ils arrêtent, on les dégage. Et on les met ailleurs en fait. Et sur les images de photos aériennes, si vous avez l'occasion de les consulter sur les sites de l'IGN, on voit le camp. C'est-à-dire en fait c'est un camping. Pardon. Et j'en ai des photos. On voit les tentes vues par-dessus, ça fait des ronds, les unes à côté des autres. Quoi. Et on voit ces gens qui sont là et qui vont donc venir aussi exploiter ici parce qu'il faut leur donner une occupation, parce qu'on a très très peur de ce qu'ils vont faire. On ne sait pas qui ils sont, de quel camp ils appartiennent, et donc on a cette mise en camp dans les années 30. Je vous passerai ça, mais j'ai des photos de la Stépi en construction, pendant la construction. Oui, on les voit ça là. Ouais, c'est assez incroyable. C'était quand même pas un petit truc, hein. C'était tout ça. Donc moi je peux vous montrer quand même la première exploitation, ça c'est dans les années 30-40 de Combarine, les 20 mètres. Hein. Donc là je suis désolé, c'est en noir et blanc, mais ça c'est perdu. Voilà, c'est les joies de l'État. Ça c'est tous les rapports de la DRIR qui ont été récupérés en 94 en fait. Et cela je pense qu'on ne remettra jamais la main dessus. Mais c'est allé où?
Si je savais, j'irais chercher. Peut-être. Ça n'a quand même pas été. Parce que j'ai connu un ingénieur qui s'appelait Galvin là-bas. Oui, mais il est à la retraite. Oui, voilà. C'était sympa. Oui, mais voilà, mais moi j'ai eu. J'ai passé des journées entières, carte libre avec la photocopieuse. Dans une cave. Et après, d'ailleurs, je lui avais passé beaucoup de documents aussi qui venaient de chez moi pour qu'il fasse son rapport sur. Parce qu'il a fait son mémoire, je veux dire. Mais après, tout ça, je ne sais pas ce que voilà, c'est évaporé. On est arrivé aux mêmes conclusions. En fait, voilà à quoi ça ressemble. Le premier combarine des années, je suis désolé, je vais essayer de vous le décrire de loin, mais vous allez vous resituer assez facilement en fait, parce que vous n'êtes pas loin et vous connaissez bien le secteur. Et donc en fait, on est sur le torrent du Fossa et du Margaria, là, qui se rejoignent, frontière entre les deux communes. Et en fait, la route... C'est bon. La route est là, la route qui relie Puy-Richard à Puy-Chavelin. Elle est là, elle passe ici. Et en fait, quand on descend, où il y a le panneau, en fait, la galerie, elle est à l'endroit où il y a la première galerie dite de la Grande Mine, elle est sous l'endroit où il y a le fossile. Vous voyez cet endroit-là? Et en fait, ce matin, je suis allé prospecter un petit peu, on retrouve le chemin de 1830 à cet endroit-là. Donc, on changera nos plans qui étaient prévus il y a 2-3 ans. Et donc, toute la galerie se passe ici à l'affleurement en fait, sur le haut, quand on va à Puy-Saint-André, en fait, on voit tout ça. Et donc quand vous prenez le premier virage où il y a la croix, de Puy-Richard, vous tournez à droite et vous passez un petit pont. C'est tout le quartier qui est là. Plus aucune trace. Voilà, tout ça c'est en dessous de la route ou au-dessus de la route, pour vous situer. Donc ça c'est la mine qui va fonctionner tout au long du 19e siècle en fait. Et à partir de... Je vous la fais courte parce que voilà, on a quand même pas mal de plans. Hein. Je veux dire, on sait exactement où c'est. L'idée, ça va être de les superposer les uns sur les autres avec les moyens informatiques qu'on a et d'aller voir où ils sont allés, pourquoi ils y sont allés. Ils avaient de gros problèmes d'exor, de sortie d'eau, parce qu'ils creusaient dans la pente. Ils n'avaient pas encore l'expérience, donc il fallait creuser des galeries d'écoulement. Ils avaient des problèmes d'aérage, parce que c'est quand même une mine qui est grisouteuse depuis l'origine, en fait. Relativement grisouteuse, en tout cas. Et on s'aperçoit qu'il y avait déjà une cabane. Et si on la met sur le plan, cette cabane-là, elle est sous intérim maintenant. Donc on la retrouvera jamais. On sait où elle est exactement, parce qu'elle est particulièrement bien placée. Le cadastre napoléonien nous donne exactement le même endroit. Mais là, on n'est pas dans une mine industrielle. Là, on est dans une mine, c'est Laurençon, c'est un pharmacien bourgeois qui était négociant en fer aussi à côté. Je n'ai pas encore compris pourquoi. Pharmacien, négociant en fer. Il arrive à... Ils ont cette idée-là. En fait, a priori, on va dire que Puy-Saint-Pierre s'est fait avoir. C'est-à-dire qu'en fait, ça aurait dû être une mine communale. Elle était accaparée elle était prise par les deux premiers exploitants, sont des gens du village, des paysans, on voit qu'ils gagnent 3 francs 6 sous, et lui il met la main dessus en fait. Il leur rachète, l'État arrive et lui concède à lui, puis Saint-Pierre se fait avoir. Autrement, ça n'aurait jamais été une mine, elle n'avait pas de destinée à être industrielle, c'est juste parce qu'il y en a un qui est arrivé à passer au milieu du truc et qui a réussi. Autrement, puis Saint-Pierre était en capacité de résister à tout ça parce qu'ils avaient déjà d'autres concessions à droite à gauche. Et c'est pour ça qu'après, ils ont fait très très attention une fois que Combarine a été concédé, ils ont fait qu'une chose, c'est concéder tout le reste du secteur à leur propre bénéfice. La communauté s'est dit, on s'est fait avoir une fois, on ne se fera pas avoir deux fois. Parce qu'au-dessus de la route, entre Puy-Saint-Pierre et Puy-Richard, c'est aussi Combarine. On a aussi des... Oui. Parce que voilà, il y a une mine que la DRIR n'a pas vue, a oublié de détruire, j'allais dire. Après, dans leurs travaux de destruction, à côté du torrent du Fossa, moi je connais pas bien le truc, tout ça, mais en fait, je suis tombé là-dessus un jour par hasard, et là je tombe sur l'entrée d'une mine, c'est-à-dire un effondrement, et je rentre, et là, quelle mine, une belle galerie, avec une descendrie, et puis tout est tout inondé. Et ça, en fait, ça s'est bouché tout seul après, dans les années qui ont suivi. Mais je ne sais pas si... Est-ce que vous avez connaissance de cette galerie? Il y a 3 galeries qui sont ouvertes, qu'on connaît, qui sont juste à côté juste dans un tournant, juste à côté mais ça, je ne la connais pas. Eh bien oui, et je ne sais pas si... il faudrait qu'on y retourne voir. Parce que, et moi, j'ai fait quelques photos dedans, mais je pensais que c'était quelque chose de paysan. Mais comme vous me dites qu'il y a eu de Combarine a été aussi exploité au-dessus, mais si ça se trouve, c'était un bout de... C'est possible. Donc ça, c'est l'exploitation, on va dire, qui fonctionne jusqu'au 19e. Et en fait, ils ont un accident. En fait, donc tout est dans la pente comme ça. Combarine, c'est 3 failles, donc c'est 3 zones, 2 failles, donc 3 zones en fait. Et donc en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus d'exploitation ici qui est possible. Et on va exploiter à l'endroit où on a fait avec le Club du Manoir, la galerie que vous avez vu certains. C'est à partir de là qu'ils vont se dire la faille, elle est exactement à gauche de la galerie. Et là, il y en a un qui a un coup de bol, qui fait une galerie de recherche, qui part et qui s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Et là, c'est la galerie qui va fonctionner des années 1880, 90, jusqu'aux années 40 en fait. Donc là, ça va être la majeure partie de l'exploitation qui va venir jusqu'à la trémie en béton. Vous voyez tout ça? Et c'est suite à ça, après, hop. Donc on a quand même quelques plans, hein, les mecs qui s'amusent à... Vous voyez le charbon, ça c'est lié
à la formation géologique. Souvent, ça remonte en fait. Donc, on est obligé de creuser à l'intérieur. Et si on est un peu pressé d'avoir des revenus, on va descendre. Donc, l'eau va venir au fond. Donc, la technologie qui montre quand il y a un traverbant, c'est-à-dire qu'on est capable de creuser par-dessous et d'arriver en dessous. Ça veut dire qu'on est capable comment dire, j'ai plus le verbe, mais de se projeter dans le futur et de se dire, les bénéfices, je les ferai l'année prochaine, ou je les ferai dans 2 ans, je les ferai dans 3 ans. Et à Villars-Saint-Pancras, on a un traverband paysan qui a duré 3 ans. Les mecs, ils étaient en capacité d'investir pendant 3 ans. Parce qu'à Villars, ils savaient que voilà. Il y a l'autre idée aussi, c'était que c'était du travail du STO et que donc il fallait qu'ils pouvaient creuser n'importe où. Si on trouvait du charbon, tant mieux, si on n'en trouvait pas, tant pis. Quoi. Donc après, on a quelques documents qui montrent ça. Là, la zone là, qu'on a refaite, là, les galeries qui sont là, je suis en train de voir laquelle est-ce. Celle du Club du Manoir, c'est peut-être celle-là. Bon, il faut chercher, parce que ça prend un peu de temps, ils ne sont pas tous... voilà. Les plans ne sont pas très d'une grande clarté. Donc on a rechopé, un peu par hasard, mais des fois il n'y a pas de hasard, par coup de bol, on a retrouvé une des galeries principales de l'exploitation. Il y a une 50aine de galeries qui ont été creusées à Combarine. Celle du Vieux Manoir, elle passe là en fait. Celle qu'on a faite avec le bois. Et donc après, on a énormément de plans, on en a une 50aine, parce qu'il y a des accidents. Quand il y a un accident, on fait un plan. Quand il y a un éboulement, on fait un plan. Quand il y a des gens qui meurent, on fait un plan. Puis on va même faire des plans aussi, des fois, rien que pour le plaisir. Et vous avez des plans de géomètres, je suppose, quand même, ici. C'est des plans de... Oui, à chaque fois, c'est quand même... Voilà, voilà. Et donc là, on a un joli plan qui montre comment ça fonctionnait. On a le torrent, on a la vieille galerie qui est là. Là, il y a le fossile, il va être par là, si vous voyez à peu près. Donc là, c'est tout le vieux secteur. Là, il y a la faille qui fait qu'ils ont été obligés d'aller chercher ailleurs. Et que donc là, il commence à y avoir un réseau qui est très 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 conséquent. Je vous montrerai après en couleur, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et donc là, on va ventiler, parce que au bout de 300-400 mètres, une mine, on ne peut plus respirer à l'intérieur. C'est très compliqué. Et il y a le grisou qu'il faut ressortir en fait. Donc il y a ces 2 problématiques qu'il faut gérer. Donc là, on va avoir des galeries qui sont dessus, dessous. Là, ça c'est fascinant à voir, c'est que cette galerie-là, à l'année où ça a été faite, elle fait 10 mètres. Vous la prenez 5 ans plus tard, vous avez un réseau énorme en fait. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. La mine dont on parle, c'est Roche-Pessa, où on a les 3 galeries qui sont ouvertes. On a les plans qui sont là. Donc le but, ça sera d'aller avec l'archéologue en tenue de spéléo, voir un peu à quoi ça ressemble ici maintenant. Pardon, dans votre sens. Donc là, ça, c'est les galeries qui se rejoignent et qui sont aujourd'hui plus ou moins effondrées, mais elles sont fermées, quoi. Elles sont fermées par une grille. Par une grille. Oui. Mais avant, on pouvait rentrer dedans. Eh bien, on peut toujours, mais j'ai un peu peur. Hein. Moi, je flippe quand même. Et donc, on a une succession de bâtiments. Alors là, pareil, on a un tout petit bâtiment qui est là. Ils sont vraiment sur la carte, ils sont tout petits. Ça, ensuite, comme ça a été réexploité de manière différente, les terris vont prendre la place de ces bâtiments-là. Donc, ils sont dessous, quoi. Ben, voilà. On ne sait pas où ils sont exactement. Donc, le but, ça va être de les resituer avec les moyens technologiques dont on dispose maintenant, l'informatique. Donc là, voilà, c'est à l'occasion d'un accident, on a un magnifique plan d'exploitation qui nous raconte exactement à la date comment, à quoi ça ressemblait. Donc là, vous avez 2 couleurs parce qu'il y a 2 veines. Voilà. Ça, la veine supérieure, c'est le haut de Combarine, hein, dernier terri, je vous la fais courte. Et la veine où on a fait la galerie, c'est la veine dite médiane ou intermédiaire en fait. Voilà. Est-ce que les veines ont des noms chez vous ici aussi? Non, elles n'ont pas de nom. Elles ont des c'est les noms des enfants du directeur. Et du propriétaire. Oui, il en avait beaucoup. Il avait au moins 4 ou 5. Il en faisait si nécessaire. La veine Maurice, c'est la dernière qui a été exploitée. Oui, normalement on a l'habitude. Vous avez souvent une veine Sainte-Barbe en général. C'est le grand classique de la mine, ça. Et qu'est-ce que je peux vous montrer rapidement? Oui, je voulais vous montrer un accident quand même. Je ne sais pas que je sois quelqu'un de morbide, mais nécessairement, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Là, vous êtes en haut d'un montage. L'homme, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça qu'il faut donner de la chair à ces gens-là, c'est qu'ils n'en ont pas en fait. Hein. Vous êtes dans un document très très technique. Il y a mais la personne qui est morte, c'est un trait. Moi, c'est ça quand même que je remarque là dans ce document-là, c'est que ce n'est pas une personne en fait. Il s'est produit quelque chose qui a empêché la production. C'est un accident, c'est quelqu'un qui il y a eu 2 coups de grisou majeurs en 41, en 46. Il y a eu des accidents de bennes, etc. Il y a quand même une quinzaine de morts, je pense, à Combarine. Je n'ai pas fait le décompte exact, mais voilà. Donc on est quand même sur une mine industrielle. Les mines paysannes ne produisent pas de morts. Hein. Pourquoi? Parce que c'est mon frère, c'est mon fils, c'est mon oncle. Hein. Là, c'est qui lui? Je ne sais même pas comment il parle, etc. Il y a une certaine solidarité, mais il faut quand même, on est sur du travail posté, donc celui qui, ils le disent dans les rapports, hein, ah ben là ils n'ont pas boisé parce qu'il fallait que ça dégage, travailler à la tâche, payer à la tâche, c'est le suivant qui va devoir boiser, s'il boise il perd du temps, donc j'en ai rien à secouer. Il y a quand même aussi ça, hein, faut pas trop se leurrer non plus, quoi. Il y a tout un imaginaire là-dessus, mais ça dépend les moments de l'histoire. Et donc là
on a ces rapports-là qui nous expliquent justement cette humanité, cette absence d'humanité. Là, on a un autre accident aussi qui nous explique comment ça marche. Il y a des câbles à l'intérieur qui font remonter sur des... Vous avez un travers... L'avantage des mines en Briançonnet, c'est que tout descend. Donc il faut remonter aussi. Voilà. Donc si on arrive à tout faire descendre par gravité, c'est simple, hein, on part d'en haut, on fait descendre le wagonnet, qui ensuite descend dans la trémie, qui descend dans la télébène en fait, qui va à la tour, qui redescend à la gare SNCF, et le train va descendre dans le sud pour vendre ses produits. Donc là on est sur la gravité. Il faut tout remonter aussi quand même, parce que quand on est à Combarine, parfois on n'a pas les moyens de creuser un travers-bande, donc on est au fond, on préfère tout remonter par une galerie qu'on a faite, et donc on va avoir des câbles à l'intérieur. Ça c'est très compliqué, quand je vous montrerai un plan tout à l'heure, vous allez voir, on ne sait pas qui est dessous, comment ça remonte, comment ça redescend. Moi je suis un peu dedans en ce moment, mais j'avoue que comme on va faire qu'un truc extérieur, on va passer du temps sur l'extérieur. Et donc là, on a voilà, toute la technologie qu'il y a dans toutes les mines du Briançonnet, il y a ça. Hein, dès qu'il y a un accident, joie de l'administration française, on est renseigné sur ce qui se passe en fait. Et je ne sais pas quel était le plan d'âge des couches ici, en fait, des veines, mais au Frécinet, c'était très commode parce que les veines sont très inclinées, ce qui fait qu'ils n'ont rien à faire. Je veux dire, ils grattent et le charbon descend à l'intérieur de la mine, il n'y a jamais de... Voilà, et les ingénieurs étaient très contents de ça parce que ça simplifie vraiment. Alors à Combarine, vous avez, c'est tout plat, comme ça. Ça fait ce qu'ils appellent un cul de bateau. Ça fait comme ça. Donc en fait, ils chopaient là, il fallait descendre et remonter. À Roche-Pessa, juste à côté, c'est vertical. C'est d'une verticalité dingue. Et ça, il y a 10 mètres d'écart. Hein. Donc c'est aussi ça la difficulté d'exploitation, c'est que si vous avez une technologie qui vous permet plutôt de faire des veines, d'exploiter des veines sub-horizontales, dès que vous chopez une veine sub-verticale, même si c'est plus simple, il faut changer de technologie et c'est ça qui est compliqué ici, quoi. Et il y a un autre accident, mais après je ne peux pas vous faire la litanie des accidents, ce serait pas drôle quand même. Voilà. Et donc là, on arrive à un plan qui est le plan de Combarine. Et donc là, ça c'est Combarine. C'est pas scotché. C'est Ploux qui avait fait ça, c'est pas le nommé Ploux qui avait... Et bien justement, c'est pas daté, c'est pas nommé. Je pense que c'est... Mais c'est quand même pas mal. C'est le même type de papier, ça c'est du papier bleu un peu. Oui, c'est ça. Voilà, donc là, malheureusement... Ouais, je veux bien qu'on la tienne comme ça pour vous situer un peu le truc. Donc vous voyez le gruyère que ça représente. Là, l'échelle c'est 500 mètres. Donc vous avez 200 par 200 et vous avez un truc assez fou. Donc là, c'est la trémie du téléphérique qui part. Là, pour vous situer un petit peu, je suis désolé, voilà, on fait ça un peu. Là, c'est le plan incliné, le trait noir, là, ici. Donc là, tout ce qui est jaune, c'est la galerie 19e. Donc vous voyez ce qu'on pouvait exploiter en 50 ans. Il y a eu intermittence, il y a eu beaucoup d'arrêts, c'est exploité des fois par, on va dire qu'au 19e, c'est 20 mineurs, max. 12, 20, 18, au 19e, 4, 19e, 20 mineurs, jamais plus en tout cas. On peut monter en 1917, là, c'est le truc fou, là, c'est l'âge d'or au Briançonnet, on est monté à 150 je crois. Mineurs, travail de jour, travail... en 1917. Et après, on est sur des chiffres stables autour de 60, 70, 80. C'est pas non plus une mine de... Pas des corons, quoi. Enfin, voilà, Germinal, il faut éliminer ça de notre tête. Et donc là, on va avoir les deux couleurs. Là, le vert et le violet, c'est les deux couches qui ont 30 mètres d'écart à peu près, un peu moins. Et donc là, voilà, vous voyez l'exploitation qui repart et qui va aller dessous le torrent du Fossat, parfois, dessus, dessous. Et donc là, on a Roche-Pessa qui est là. Ici, Gagnard, Chamandrin, c'est pour ça qu'ils avaient tout racheté. Chez eux, ils avaient tout racheté parce qu'ils n'avaient qu'une idée, c'était de passer sous terre et de rafler tout ça, tout ce gisement-là. On a encore des traces, Gagnard ou pas? Je sais pas, mais j'ai envie d'y aller parce que maintenant que j'ai retrouvé les plans, je me dis que... Oui, parce que dans la Rura, oui, le marché où il y a une entrée de mine encore. Ouais, a priori, on m'a raconté. Alors, bon, ça va pas loin. Non. Mais... Donc voilà un petit peu à quoi ressemble Combarine. Et la Sagnette, c'est où? On n'y est pas dessus. Je dirais que c'est par là. A priori, il y a une hypothèse à tester sur la Sagnette, c'est qu'il y a la plainte des habitants qui, eux, avaient des galeries, perso, paysannes, qu'en 1893 ou 94, je ne sais plus la date, les travaux à l'intérieur auraient modifié la source. Ce qui fait que si on est en 1893-94 et qu'avec les recensements qu'on a entre 1900, à partir de 1836, si on voit un abandon à cette époque-là, on peut dire que c'est l'exploitation minière qui a fait l'abandon de la Sagnette. Mais c'est un truc à vérifier, moi j'en ai aucune idée. C'est un truc que je voulais chercher cet après-midi, mais j'ai pas de chance. Donc voilà. Donc ça c'est une des hypothèses qui fait que pourquoi la Sagnette a été abandonnée alors qu'il n'y a pas de route, quoi. C'est ça le paradoxe en fait. Et c'est aussi se dire ça, parce que peut-être c'était inaccessible, donc ils ont abandonné. Il fallait descendre les produits, au début on les descendait en ramasse. Donc au 19e, vous avez 16 mineurs, un jour, je ne me rappelle plus la date exacte, vous en avez 10 sous terre, et il y en a 6 qui descendent tout en ramasse.
Et on retrouve le chemin des ramasses. Comme ça, hein, pas de virage. Et donc on va descendre quasiment jusqu'à la route de Briançon par Chamandrin, à un endroit qui s'appelle la Guadeloupe. Donc la zone de stockage du charbon au 19e s'appelle la Guadeloupe. Donc je sais pas, il doit y avoir peut-être un problème de transcription, en général il y a ça. En tout cas, ce serait intéressant de savoir si vous connaissez un endroit qui s'appelle la Guadeloupe, qui est par là, enfin, qui est par là, hein, je parle, voilà. Et donc voilà, il y a cette problématique-là d'évacuer les produits. On a évacué par des câbles. Il y a au moins 2 câbles qui ont été construits entre la galerie du Club du Manoir et la route. Et les trémies qu'on voit, j'ai trouvé la date ce matin, c'était quelle année? C'était avec la Chelaise, c'est assez tardif. Donc il y a cette problématique de tout évacuer et de comment on évacue tout ça, quoi. Enfin, et Roche-Pessa n'a jamais rejoint la Combarie. C'était le but à un moment donné. Sur le plan, on voit là, il y a un traverbant. Et oui, ils étaient partis pour tout relier ça. Ça, c'est dans du stérile, ça sert à rien. D'accord. Pour aller jusqu'au fameux truc de la Borelle, en fait. C'était ça le départ. Les maisons blanches. Les maisons blanches. Et après, on serait descendu et on aurait récupéré tout sous terre. Parce qu'en fait, Roche-Pessa, c'était une petite exploitation. C'est une toute petite exploitation. La fin, c'est 1919. De quoi? La mine de Roche-Pessa, on sait à peu près de quelle date? La dernière année d'exploitation, le dernier PV, c'est 1919 ou 1921. D'accord, ok. C'est le dernier PV d'exploitation. Et intérieurement, on n'a pas une petite idée de la période? De quoi? La période de quoi? Que ça a été créé en fait. La concession, je crois, c'est 1856. 1856, ouais, c'est pas très très. Mais après, il y a une stratégie aussi. La mise en concession ne correspond pas forcément à la date d'exploitation. Il peut y avoir l'exploitation avant, et on le met en concession parce que le gars veut vite éviter que ce soit le voisin qui lui pique son truc. Et il peut y avoir aussi mise en concession en attendant de voir ce qui va se passer. On concède avant que ce soit le voisin qui la concède à notre place. Ou l'industriel ou le bourgeois type Ardouin qui avait la propriété de la charte. En fait. Mais Roche-Pessa est un petit mystère qu'il va falloir. Tant qu'on va c'est bien documenté, Roche-Pessa. Encore plein de choses à découvrir. Et du coup, la source de la Sagnette, c'est là où il y a le petit wagonnet. Où il y a le tuyau qui sort du. Est-ce qu'ils appellent la source de la Sagnette? Est-ce que c'est celle-là? Ou est-ce qu'il y en a une au-dessus aussi de source? Parce qu'il y a un gour au-dessus. Il y a un gour au-dessus, alors je peux aller voir l'état parce que j'ai par curiosité. Et donc il est dans un état miteux et il fallait vraiment vouloir le retrouver pour s'imaginer qu'il y avait une gourde dessous là. C'est le cadastre napoléonien. En fait, quand on voit le cadastre napoléonien, on voit la douzaine de gours qu'il y a. Il y en a qui ne sont pas référencés, donc est-ce qu'ils sont postérieurs ou antérieurs? Et donc en réservoir d'eau, je connaissais pas c'est le terme, et en fait il est au-dessus. Donc s'il y a un gour, juste au-dessus là, potentiellement il y a quand même. Mais ça coule plus. Ça coule plus. Ça coule. Si, ça coule. Il faudrait nettoyer un petit peu. Il doit y avoir un captage là. Le gourk en occitan, ça veut dire le trou avec de l'eau au fond. Voilà ce que ça veut dire exactement. Et le gourk, il existait pour quand on faisait le chanvre. Là justement, il servait pour le chanvre. Le nice et le gourk. Le nice, c'est là où on faisait tremper le chanvre pour le travailler. Je ne sais pas trop comment. Ou avec les stournelles. Enfin, hélas. Ça s'est compliqué. Mais ça l'était déjà avant. Mais on l'a au jardin des canaux et ça fait partie des sujets sur lesquels Emmerich parce qu'au Fresinier, on a un chemin qui s'appelle le chemin des Nice. J'ai jamais su pourquoi. Il y a un nice dans tous les villages. Ah oui. Là, il y a des quartiers qui s'appellent le Nice. Au Ponteil, c'était un Nice, un gourk. D'ailleurs, le mot les gourniers, comme vous connaissez à Réalon, c'est des gourks. En patois, ça veut dire le gourk-nière. Ça veut dire des gourks qui sont sombres. La luminosité, en fonction du tracé du torrent, fait qu'au fond, c'est noir. C'est des gourks noirs. Gournière. Gournier. Voilà. Gournier, les gourks. Gourk fourrant, le gourk fourrant, que vous connaissez tous, sur Rame, la roche de Rame. Là. Le goût fourrant, en fait, c'est le gourk au dehors de la ville. Fourrant, ça veut dire en dehors du village à l'époque. Donc un trou d'eau. Oui, en fait, c'est le goût fourrant, tu connais, c'est une faille enfin, qu'il y a dans le rocher. Mais depuis Champcela, c'était un trou avec de l'eau au fond. D'accord. C'est-à-dire la biesse. Et les nice, donc,
nice. Oui. On faisait tremper Le charbon dedans. Oui, avant le de le charbon. travailler pour séparer les fibres. Alors, je vois pas pourquoi il y a. Parce que nous, c'est dans la montagne, il y a ce chemin très perpendiculaire qui s'appelle le Nice. Ben oui. À quelle altitude? Ah, bah au-dessus du village, à quoi? Non, mais pas très loin, quoi. Il faut 10 minutes pour y Il y en aller. a un à Villars-Cité, Ah, ouais. Ça veut dire que là-haut, j'ai trempé du charbon. Qui faisait du charbon. D'accord. faisait du charbon. Qui cultivait le charbon. Ah oui, qui est cultivé, oui, d'accord. Cultivait même autour. D'accord. Il Je montait pas sais qu'ils faisaient des lentilles, mais je savais pas qu'il y avait du charbon. Le sujet, t'as vu ça? C'est quand même, on est déterminé par les mêmes choses, donc il n'y a pas de raison qu'on échappe à nos déterminismes géographiques en tout cas. Et donc tu confirmes qu'on est la commune où il y a le plus de goûts reconnus ou recensés? On n'a pas fait d'études Ouais, exhaustives, non, mais de ce que je sais, c'est là où il y a une c'est logique. Il n'y a pas d'eau. Ouais, Il n'y a pas d'eau, c'est il faut sûr la qu'il y a une certaine logique. Enfin, il y a peut-être pas un Prononcer le goût. J'y tiens. On a peur d'être mal compris après de certains. Je vous montrerai les quelques photos qu'on a. Ouais, avec plaisir. Est-ce qu'on sait si les femmes travaillaient, justement Moi j'ai une trace de 2 femmes au massage des... en 150 ans à la mine. 2 femmes, ouais, d'accord. 2 femmes, mais je pense qu'elles n'étaient pas sous terre. Ouais, est-ce qu'elles avaient les mêmes tâches que les hommes ou elles étaient dévolues à Est-ce qu'on d'autres tâches? travaillait au terril ou au ramassage des petits morceaux de... Est-ce qu'il y a eu du tri? Mais je pense pas, moi, ma Est-ce qu'il y avait la connaissance, voie j'ai jamais entendu. pour laver le charbon? Non, il n'y avait pas de lavoir ici. Non, il n'y avait pas de lavoir. Je pense qu'elles bossait dans les bureaux, Ouais. je pense. Et encore, je pense qu'elles n'ont pas dû rester bien longtemps. J'ai Ouais. pas l'impression qu'il y ait eu structurellement des enfants et des femmes à Commarine. Ils avaient la chape, quoi. Oui, Ah, je pense. Et ben, dans l'étude de Tornator, là, de l'ethnologue, donc ça fait 500 pages, il étudie ça, il étudie des familles depuis Saint-Pierre, quelles sont leurs stratégies de travail. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont à la chape. On voit que la stratégie, c'est la chape et la Commarine. Et tout à l'heure, vous parliez de nommer Arduin à la chape, mais c'est Chancel, non? Ben, ils étaient associés. deux, c'est ça, les deux. Ils étaient associés. D'accord, Ardouin ok. était le banquier, le maire Voilà. de Briançon, et Chancel était Chancel, le. oui. Ils étaient 3, quoi, les Ardouin, Adolphe et Ardouin, je ne sais plus qui, et Chancel. Et c'est vrai qu'ici, bon, on ne faisait pas travailler les enfants. Par contre, moi, je sais que dans ma famille, il y a des gens qui ont travaillé à 14 ans quand même à la mine. Et ça remonte dans les années 30-40, quoi. C'est pas très très vieux. 14 ans, c'était quand même pas trop jeune, trop vieux. Moi, je veux dire. Avec l'espérance de vie, c'était des... Ouais. Bon, ils y restaient pas forcément longtemps, mais en tout cas, à 14 ans, ils y allaient. Quand ils disaient, ah, tu veux rien faire, à la mine. Lorsqu'à 50 ans, ils avaient la retraite, c'était heureux. Je vous montre. Voilà, ça c'est une mine paysanne, telle qu'on la voit. Là, c'est la mine paysanne des Anvers, juste à l'entrée depuis Saint-André. Ça, on veut le reconstituer tel quel. Donc ça, c'est la SECPA qui est en train de s'occuper du bois, le lycée technique qui est en train de s'occuper des essieux, qui étaient encore conservés là quand on a fait le chantier à l'automne. Et l'idée, c'est de refaire la même cabane. Donc ça, je peux vous le faire passer. Ça, c'est à l'intérieur. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises en 90, 91, 92, dans ces eaux-là. Tout ça, c'était détruit, j'imagine, par la... Et bien tout ça, non, ça a échappé. Ah, ça a échappé? C'est bizarre parce que non, ça a échappé parce que ça c'était. Ah oui, c'est souvent comme ça. Mais alors, ça a été l'outillage est au Fournel par contre. Tout l'outillage est au Fournel. On va les récupérer. Le Fournel, ils ont beaucoup récupéré. L'Argentière a beaucoup récupéré. Le compresseur, il les a mis du fasciné. Ah oui, oui. Donc là, vous avez le départ quand il était enfant que quand le compresseur démarrait, tout sautait. Tellement que ça ébranlait. Et là, alors, sur cette photo, il y a une hypothèse moi, que j'aime pas parce qu'elle est essentialisante, dans le sens que, a priori, c'est un Allemand, parce qu'il est grand. Ah ouais, c'est des mais il y a eu énormément de prisonniers de guerre. Hein, il y a eu un tiers des prisonniers de guerre. Jusqu'en 48, il y a des prisonniers de guerre allemands qui sont à Commarine. Et donc l'hypothèse, c'est que donc là, on est au pied du plan incliné, là où on a fait toujours la galerie. L'idée, c'est d'avoir cette photo-là pour qu'on se rende compte un peu. Et là, on voit les types de lampes. Il y a les lampes de sécurité, là, il va falloir faire une petite enquête. Et on voit ces fameuses berlines, ces fameux wagonnets qu'on a récupérés à droite à gauche, qui sont là à cet endroit. Et là, vous avez le culbuteur, quoi, en fait. Quand il sortait le charbon de la galerie, hop, il le culbutait dans la trémie avant que ça tombe dans le téléphérique. J'ai une petite Ces wagonnets, il n'y aurait pas moyen de les récupérer, de les sortir pour faire... Ah, elles seront... Alors, parce l'idée qu'on a... Ils les ont juste poussés, ils ont fait effondrer la terre dessus. C'est tout à fait possible. Alors, donc, pas cette galerie-là, la galerie qu'on va appeler la 1483, a priori, elle s'est effondrée l'hiver dernier. Il y a un entonnoir qui s'est formé. Après, moi qui fais pas mal de trucs au Fournel depuis une vingtaine d'années,
C'est possible, mais il faut de la main-d'œuvre. Il faut de la main-d'œuvre qui n'a pas peur. Mais on fait des trucs. Le Fournel a tout été sorti à la main. 92, il y avait 400 mètres de visite possible. Là, ils sont à je sais pas combien de kilomètres. Quoi. On va à une certaine allure. Hein. Nous, on est en train de fouiller un truc au col de Cristol. Dans la journée, on se dit putain, ça avance pas. Et en fait, quand on revient, on avance. Mais il faut un peu de technicité. Il faut pas avoir peur. Quoi. Pas se dire oh, c'est impossible. Ce bâtiment. Oui, pardon. Alors, là, je mélange avec parce que j'avais fait une petite information qu'on avait faite sur le petit patrimoine rural. Ça, c'est la pépinière. Ça, c'est la pépinière du RTM pour planter les arbres qui permettaient de tenir en montant à Chalvin. Ah oui, c'est ça. La cabane forestière, c'est de Sacha. La cabane forestière de Sacha. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, ça m'a parlé tout de suite. Moi, ce petit terrain. Donc là, il y a des femmes par contre à la pépinière. Voilà, donc oui, on parlait de à quoi ressemble le gisement, 3 failles. Là, vous avez la route qui passe, et donc on a ces micro-diorites, là ils appellent ça, ces fossiles. Et en fait, ils ont exploité ces 2 couches-là. Quand je vous montrais la violette et la verte, c'est ces 2 couches. Et la Roche-Pessa, c'est ça. C'est très horrible, c'est pas du tout. Enfin, ça bouge, ça a une vitesse folle, quoi. Et donc on a, là, c'est l'endroit où on est quand on s'arrête, qui a encore le béton au sol. Vous verrez ça, c'est les ateliers, la forge. Mais dans leur dernier état, plutôt, j'ai du mal à dater pour l'instant, au moins les années 50, mais je ne sais pas de quand ça date la construction. Quoi. Voilà. Vous avez des tuyaux, c'était pour l'aération, l'air comprimé. À un moment donné, vous avez ce bâtiment-là qui a été complètement détruit aussi. Hein, voilà. C'était le bâtiment pour amener l'air comprimé pour l'outillage. Hein, on était au marteau-piqueur qui crée de la poussière. Poussière égale silicose. Hein. Dans les mines paysannes, il n'y a pas de gens qui ont la silicose. On est tout au burin. Donc il n'y a pas de poussière émanante. Hein. Et donc là, la première préoccupation de l'État, c'est les années 20, je crois, sur la silicose. Hein. On leur dit, mais vous avez qu'à mettre un mouchoir mouillé. Protéger au plein voilà. Mais surtout, les mineurs ne voulaient pas forcément. Oui, je pense que vous avez pas envie d'être emmerdé. Oui, c'est surtout ça. Parce que... Oui, les accidents. Il y a un accident de Grisou, en fait, il a sa lampe. Elle s'éteint, il est censé retourner à l'extérieur pour l'ouvrir avec une clé spéciale. Il ne veut pas parce qu'il est payé plus ou moins la tâche. Il l'ouvre, il a fait taper sur le rail crée l'étincelle, boum, ça explose. Quoi. Vous voyez, le truc, c'est jamais par plaisir. Hein, bien sûr. Il y a toujours des contraintes. À Monétier, il y a des accidents du travail qui en fait sont des défaillances qu'on a fait passer pour des coups de grisou, qui en fait étaient des accidents le mineur n'avait pas fait ce qu'il fallait faire. Quoi. Mais je sais que pour les 2 mineurs, comme ça, on a fait passer ça pour un coup de grisou, alors qu'en fait ils avaient fait un tir canadien, et ils ont fait tirer les mines, 4 ont pété, 4 n'ont pas pété, et le mineur est allé voir ce qui se passait, et là ça a pété. Mais oui, mais il n'avait pas à y retourner, je veux dire, si les mines n'avaient pas pété. Et donc on a dit que c'était un peu grisou, comme ça, il a eu l'attention, autrement il n'aurait jamais été persuadé. Et vous voyez, on n'a pas je dois avoir 3-4 photos de plus, hein, mais c'est tout ce qu'on a. Hein. Alors c'est pour ça, moi je profite de la présence de la caméra pour lancer un appel aux personnes qui n'ont pas pu venir ce soir, qui ont sûrement des choses à dire, ou peut-être des connaissances, ou chez eux des objets, des vestiges de ce passé minier. Et voilà, ce seraient des choses précieuses à pouvoir collecter, récupérer. Comme l'indiquait Emeric tout à l'heure, il ne reste pas forcément beaucoup de choses sur place, sur site. Donc l'idée aussi là, du travail réalisé en partenariat avec Emeric, c'est d'arriver un petit peu à reconstituer sur site des éléments qui rappellent ce passé minier. Donc c'est vrai que plus on arrivera à récupérer des objets, des photos et témoignages, plus ça nourrira ce travail. Et c'est vraiment une dimension importante. Donc voilà, j'espère que petit à petit, le bouche à oreille fera son effet, qu'il y a d'autres choses. Voilà, ça ne se limite pas à ce soir. Il y a d'autres possibilités pour vous communiquer ces éléments, soit en contactant Emeric, en se rapprochant de la mairie, ou si justement, chacun... il faudrait qu'on sache comment se contacter. Là, on vous donnera toutes les coordonnées. En sachant qu'on est dans un moment charnière où justement la SGLB qui avait porté ça pendant 30 ans, voilà, monsieur Lestournel est mort, donc le musée, la question du musée qui est en haut de la gargouille se pose, personne ne sait quoi en faire. On ne vous cache pas que je pense que la mairie de Briançon
c'est le cadet de ses soucis. Donc ces objets-là vont être amenés à être dispatchés à droite à gauche. On n'a pas de bâtiment au Fournel, ils n'ont plus de place. Donc qu'est-ce qui va se passer à terme? Sachant aussi qu'aux Éduits, ils sont en train de faire quelque chose là, qui a coûté pas mal d'argent et qui était un peu en stand-by. Donc on est à un moment un peu de charnière justement, les derniers mineurs disparaissent. La végétation prend le pas, il n'y a plus de vestiges, il n'y a plus trop d'archives. Quelle est cette histoire qui peut donner un tourisme, moi je pense culturel, un tourisme scientifique très très intéressant. Comment on va goupiller tout ça, on va l'articuler pour que ça produise quelque chose d'intéressant. Le Fournel, c'est le 4e site touristique des Hautes-Alpes.